Salut les autonomistes, j'espère que vous allez bien. Le concept des maisons Earthship ou Géonef nous vient du Nouveau-Mexique aux États-Unis. Ce sont des maisons construites à base de matériaux recyclés et autonomes sur bien des aspects. Elles n'ont presque pas besoin de chauffage ou de climatisation et produisent de la nourriture à l'année. Je me suis rendu en Dordogne à la rencontre de Pauline et Benjamin pour en savoir plus sur ce qu'implique un mode de vie dans un Earthship et nous vous présentons ça immédiatement sur l'archipel. Bonjour Pauline. Bonjour. Ça va? Très bien, merci. Bienvenue sur l'archipel et puis bienvenue chez toi. Chez nous. J'ai beaucoup de questions à te poser. Tu vis avec ton compagnon, vous vivez, et on va le voir tout à l'heure, on va vous interviewer, dans ce qu'on appelle un Earthship. C'est un Earthship officiel. Officiel, pourquoi? Peux-tu nous expliquer? Parce qu'il a été construit par Earthship Biotexture, donc qui est une entreprise qui a été créée par Michael Reynolds, qui est l'architecte américain qui a inventé les Earthships. Comment on fait pour se dire un jour, je veux ça en France, en Dordogne? Ouais. Alors pour nous, c'est chacun un peu son histoire, mais pour nous l'histoire c'est en fait qu'on a été à Taos. Donc en fait moi j'étais amie avec... Tu peux dire, excuse-moi, où c'est Taos pour les gens qui ne connaîtraient pas? Donc nous sommes allés à Taos au Nouveau-Mexique. Aux États-Unis, et donc c'est quelques heures de Albuquerque, voilà. C'est un peu au milieu du désert du Nouveau-Mexique. Et on a été passer une semaine à Taos découvrir les Earthships dans le cadre parce que en fait j'avais une amie qui travaillait pour eux et donc qui me parlait depuis quelques mois de ces maisons, qui me disait je pense que ça te plairait beaucoup, c'est vachement en accord avec ta vision de la vie, tout ça. Dans l'interview. Voilà. Et donc elle nous a invités, et comme Benjamin, mon compagnon, était journaliste à ce moment-là, il a changé un peu de métier aujourd'hui, mais du coup il en a profité pour faire un reportage. On est parti avec d'autres amis journalistes et on a passé une semaine de reportage là-bas. Et on a eu la chance de pouvoir séjourner dans le tout premier Earthship qui a été construit. En quelle année? Les années 70. Voilà, non, mais à peu près pour dire, ouais. Je te confirme. C'est donc avec évidemment tous les défauts d'un premier Earthship qu'on peut imaginer. Donc oui, on avait froid, il y avait un poêle à bois, tout ça. Au Nouveau-Mexique, il fait froid la nuit? Il fait très très froid en hiver. Donc nous, on y était au mois de novembre et il neigeait. Ouf, dans le désert. Voilà, par contre, il fait très ensoleillé. Donc en fait, les Earthships sont parfaits pour ce type de climat. Et donc, pour l'anecdote, parce que donc on logeait dans celui-là, mais on en a visité plein d'autres, on a passé des soirées dans d'autres Earthships, et un soir, on a fait un dîner, on était une dizaine de personnes, il faisait -5 dehors, il neigeait, et en fait, on avait trop chaud, on a dû enlever nos pulls, et on était en t-shirt à l'intérieur, alors qu'il n'y avait pas de chauffage et qu'il neigeait dehors. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui marque, et qui... Voilà, donc on a vraiment vécu une semaine en autonomie. Puis à Taos, c'est très particulier parce qu'il y a des Earthships partout, donc il y a un côté vraiment... on a l'impression de débarquer sur la Lune, c'est une grande plaine avec ces maisons qui sortent de partout, il n'y en a pas deux qui se ressemblent, mais elles ont toutes un truc commun. Enfin, puis voilà, il y a toute cette communauté qui a des valeurs, des principes, et voilà, ça marque vraiment. Donc nous, ça nous a beaucoup chamboulé. Donc on commence à se dire et si, est-ce qu'on pourrait faire ça en France? Combien ça coûte? Est-ce que c'est possible? Permis de construire, je vais le poser ça. Voilà, donc il y a toutes ces questions-là. Donc au début, c'est juste une idée. Puis nous, c'était comme Benjamin, il a toujours beaucoup d'idées. Moi, je le testais un peu. Je disais, oui, je me disais, est-ce qu'il le veut vraiment ou est-ce que c'est juste une idée de plus, quoi? Et en fait, au fur et à mesure des mois, on voyait que l'idée passait pas et que ça nous restait vraiment. Pour des raisons personnelles aussi, on avait déjà le projet de rentrer en France, donc je pense qu'on avait besoin d'un projet justement pour pouvoir bien se poser. Voilà, parce que revenir sans projet, c'est difficile. Souvent, ça faisait 5 ans qu'on était à l'étranger. D'accord, aux États-Unis? Aux États-Unis, en Californie, à Los Angeles. D'accord. Enfin, dans la banlieue.
Et voilà, donc tout ça s'est mis en place dans notre tête. Pendant notre voyage aussi, on a rencontré un ami, quelqu'un qui est devenu un ami, qui à ce moment-là faisait l'académie, un Français. D'accord. Et donc on a beaucoup gardé contact avec lui, et c'est avec lui, donc à la fois avec lui et avec mon ami, qu'on a commencé à la réflexion de est-ce que c'est possible en France, quoi. Et du coup, lui nous a aidés pour tout ce qui était éco-construction, nous a donné des contacts d'architectes et tout ça. Et puis elle nous aidait pour le lien avec Earthship, parce que Earthship Biotecture, ils ne te prennent pas au sérieux tant que tu n'as pas un terrain, un permis et l'argent. Oui, parce que pour sinon, l'argent, parce que sinon ils ont 100 demandes par jour. Donc ils doivent filtrer. Donc pour pouvoir commencer à travailler, il leur faut ces éléments-là. Vous étiez la première ? Non, il y avait déjà un Earthship qui avait été construit en Normandie. Et qui a été entre-temps vendu et racheté par une famille de Belges. D'accord. Voilà. Et donc ça, cet Earthship-là, je pense qu'il a été construit en 2007. Ok. Voilà. Et celui-ci ? Celui-ci en 2017. Voilà. D'accord, il y a 3 ans. Ouais. Vous avez fait donc un changement de vie radical. Est-ce que ça fait pas trop bizarre de se retrouver comme ça, avoir à gérer son électricité, son eau les premières années, est-ce que ça a été compliqué ? Alors, pour moi, pas du tout. Pour moi, je l'ai vraiment vécu plus comme une libération. Explique-nous pourquoi aussi, après, Ouais. par rapport au zéro déchet et tout. Ouais. Donc après ou maintenant ? Non, vas-y, Okay. maintenant, Okay. pas de souci. Du coup, oui, donc on était déjà en réflexion, on va dire en transition, avant, évidemment à un tout autre niveau, mais on avait déjà beaucoup de réflexions et de choses qui nous allaient plus dans la façon dont on vivait. Surtout quand on vit aux États-Unis, c'est encore plus. La Californie, c'est un peu particulier parce que c'est à la fois les États-Unis, le surconsumérisme, et à la fois, il y a quand même un côté où il y a plein de choses qui sont nées là-bas, il y a quand même des mouvements, des prises de conscience qui sont très fortes aussi aux États-Unis. Donc on était un peu dans cet entre-deux qui nous allait plus en fait. Et donc, c'est vrai que quand on est rentré, on avait déjà ce projet-là en tête, mais on avait déjà commencé un changement de vie au niveau de notre alimentation. On avait déjà enclenché des changements de vie au niveau du zéro déchet. Et c'est vrai que tout ce qui était énergétique, ça commençait à nous peser dans le sens où on faisait attention à tout. Et en fait, faire attention à tout, c'est épuisant. Et donc, pour moi, vivre dans une maison comme ça, c'est en ça que ça m'a libérée parce qu'on ne doit plus faire attention. En fait, on a juste dû adapter nos comportements, mais on n'est plus dans cette idée de culpabilité, de là, je prends du réseau sur un système avec lequel je ne suis pas d'accord, je donne de l'argent à du nucléaire, du charbon, à des choses qui ne me vont pas. J'essaye de faire attention, mais en fait, c'est impossible, on est humain, on va toujours chercher le confort maximum. Donc s'il y a un bouton et qu'il suffit d'appuyer dessus, même si on sait que derrière il y a des conséquences, on n'arrive pas à faire ce changement. Et moi je suis assez engagée dans le zéro déchet, tout ça c'est pareil. En fait on n'est pas face à nos déchets et donc on n'arrive pas à faire le changement parce qu'on pense qu'on met dans la poubelle, on trie, c'est géré. Mais en fait ça l'est pas du tout. Et c'est pareil avec l'énergie, en fait tant qu'on n'est pas face à nos limites, on n'arrive pas à changer. Et donc là, nous on n'a pas eu le choix. On a voulu faire ça, on s'est mis face à nos limites. Et en fait, c'est pas du tout un manque de confort, c'est l'inverse qui se passe. Enfin, en tout cas, moi, dans mon ressenti, c'est plus, il y a ça, je sais comment le gérer et je sais trouver mon confort maximum grâce à ça. Et je le fais en toute liberté et en toute aisance par rapport à avant. Donc, ce changement radical correspond le plus aux valeurs que tu cherchais ? Bien sûr, mais encore plus que ce qu'on imaginait. Parce qu'au départ, c'est vrai qu'on avait plus l'idée de... le Earthship, c'est une maison qui est comme une autre maison, mais qui est en accord avec la nature. Et en fait, en vivant dedans, on a compris que c'était pas aussi simple. Le premier hiver, tu as compris avec l'électricité ? Pas tant l'électricité, nous c'était plus au niveau chaleur. Parce que comme on était encore en travaux, on n'était pas trop confort au niveau thermique. On n'a pas de poêle à bois, on a fait le choix de ne pas en mettre. D'accord. Donc on n'a vraiment pas de backup de chauffage et c'est un choix qu'on remettra peut-être en question plus tard, mais en tout cas pour le moment, puisque en fait le Earthship il faut quand même quelques années pour pouvoir vraiment être fonctionnel au niveau de la masse thermique. D'accord. Donc le premier hiver, on a eu des 14,5-15 dans la maison. Parce qu'on a mis les portes très tard et qu'il y avait tout le chantier, l'humidité du chantier, tout ça. Faut que les murs absorbent la chaleur et pour la restituer. Voilà. Faut juste rappeler aux gens quand même le principe de base, je pense, ce qui revient en premier sur les Earthships, ce sont des pneus qui sont totalement remplis de terre. Ouais.
Et donc, ça fait une masse thermique, ça protège de la terre. Ouais. Et c'est semi-enterré aussi, ça on le verra sur les images drone. Ouais. Donc, il y a 6 principes en fait au Earthship. Donc, un des principes, c'est ce principe de masse thermique. Donc, en fait, tout le mur qui commence là, qui arrondit et qui va derrière la maison et qui ressort, tout ça, c'est un mur de pneus. Donc, on a utilisé 800 pneus. Voilà. Déjà utilisé, bien sûr, qu'on a été récoltés dans des bennes, voilà. Ils doivent être contents les gens quand vous récupérez ça, parce que en fait, au début, on pensait que ce serait plus simple, mais en fait, maintenant, il y a des contrôles de ce qui rentre et ce qui sort chez les garagistes. Donc, il a quand même fallu un peu négocier, faire un papier comme quoi on leur prenait autant de pneus. Et après aussi, l'autre difficulté, c'est que c'est pas tous les pneus. Il faut une certaine taille. Ok, tu t'en rappelles ou pas de la taille je crois que c'est au-dessus de 195. D'accord, je Voilà. connais pas du tout ça. En gros, plutôt des gros pneus, pas les petits. Genre, nous, on a une petite Skoda, ça va pas, quoi. Donc, en gros, on a dû aller fouiller. Donc, c'était pas genre, on arrive, on prend 800 pneus, on a dû aller chercher à plein d'endroits différents. Donc, voilà, ça, on a un peu galéré. Apparemment, maintenant, on peut se faire livrer des pneus déjà utilisés. Voilà, donc, directement chez les gens qui recyclent. Donc, ça peut faire gagner du temps. Voilà. Du coup, donc, ces pneus en soi n'apportent rien si ce n'est de contenir la matière. Donc en fait, quand on tasse la matière, la terre, nous on n'a pas eu beaucoup de terre, on a plus eu du caillou comme là. Mais bon, à mélanger avec de la terre, ça a passé. Et du coup, on tasse, c'est très très physique. Il faut vraiment qu'il n'y ait plus d'air dans le pneu, à la masse. Ouais. Donc là, comme on était beaucoup sur le chantier, ça allait plutôt vite. Mais quand on est, moi j'avais du mal à faire un pneu toute seule, quoi. Et du coup, en fait, le fait qu'il n'y ait plus d'air va créer cet effet de masse thermique. Et aussi, ce qui est très important, c'est qu'un mètre derrière, on a toute une sorte de mur d'emballage thermique. Okay. Là, avec du classique, pas du tout écolo, parce que Earthship a quand même des limites en termes de fonctionnalité. Il y a des risques qu'ils ne veulent pas prendre, donc ils nous ont imposé de travailler avec certains matériaux. Après, j'entends complètement leurs arguments, parce qu'il faut que ça dure dans la durée et tout ça. Donc. Ça rentre dans leurs principes, ça? Tu dis il y a 7 ou 8 principes du Earthship. Non, les principes, c'est de comment ils fonctionnent. Ah, d'accord. Donc, le principe de masse thermique, voilà. Donc, et donc, le fait qu'il y ait cette enveloppe thermique derrière fait que la chaleur ne va pas se perdre derrière dans la terre. Et donc, ça va rester au niveau de la maison. Voilà. Donc, ça, c'est le premier principe. Le deuxième, c'est que ça c'est super pour l'hiver, mais en été, comme c'est la serre, donc la masse thermique elle fonctionne avec la serre. Donc la serre nous amène la chaleur, la masse thermique la garde et nous la redonne de façon plus ou moins constante toute l'année. On est plein sud là ? Quasi. On est à 10 ou 20 degrés est, je pense. Sud-est. Et du coup, donc en été, là l'inverse, on risque d'avoir trop chaud. Donc pour pouvoir ne pas avoir trop chaud, on a un système de ventilation naturelle. Voilà, donc on a des puits canadiens et donc on a ces trappes là dans la serre et entre la serre et la maison et les pièces de vie, on a des portes. C'est important ça, voilà. de pouvoir séparer. Oui, parce qu'en fait, en hiver et en été, donc en hiver quand on ne veut pas perdre la chaleur, il faut que les portes soient toujours fermées et en été quand on ne veut pas que la chaleur rentre, il faut que les portes soient toujours fermées. Au printemps et à l'automne, on peut se permettre, il fait à peu près partout pareil, donc on peut se permettre de laisser ouvert. Okay. Mais en été, quand on cherche la fraîcheur, il faut que ce soit fermé pour pas que la chaleur de la serre rentre. On ouvre les trappes pour que l'air chaud puisse s'évacuer et on a des petites trappes au-dessus des portes à l'intérieur, on verra plus tard, qui permettent en fait à la chaleur de monter et donc de faire appel d'air et l'air frais qui est sous la terre par les puits canadiens va rentrer et du coup on a une sorte d'air conditionné avec l'air à 15 degrés température de la terre qui rentre constamment en fait dans la maison. On a un peu de vent, j'espère qu'on entend. J'ai des bonnettes au pire, j'espère qu'on n'entendra pas trop le vent. Ouais. Mais vas-y, excuse-moi, continue. Non, pas de souci. Et du coup, on est censé avoir une température entre 18 et 22 degrés toute l'année. Très confortable. Voilà, oui. Après, il peut y avoir un tout petit peu en dessous en hiver si on a 10 jours sans soleil. Et ça peut être un tout petit peu plus quand on a 42 degrés pendant 3 jours, comme on a eu encore cet été. Voilà. Donc, et puis, ça, par exemple, la pièce de vie, on va beaucoup plus ouvrir et fermer les portes parce que c'est là où on rentre beaucoup, alors que dans les chambres, en général, on ne rentre pas en journée. Donc quand on rentre le soir, il fait super frais. Alors que dans la pièce de vie, c'est là qu'on cuisine, c'est là qu'il y a plus de va-et-vient. Donc il y a souvent quelques degrés de plus dans la pièce de vie que dans les chambres, par exemple. Donc c'est pas exactement 18-22.
Voilà, ça nous arrive de descendre un peu en dessous et ça arrive d'aller un petit peu en dessous quand vraiment on est dans des températures extrêmes. Mais la majorité du temps, on reste vraiment dans ces... Donc sans aucun apport supplémentaire pour nous. Mais c'est un choix qu'on a fait parce que... Ouais, ça c'est le deuxième... Enfin, là, c'était l'aération naturelle que j'expliquais pour le deuxième principe. Ok. Le troisième, il y a peut-être un ordre, je ne sais pas, mais c'est l'utilisation de matériaux recyclés. Ok. Donc les pneus, on a aussi des murs de bouteilles et des murs de canettes, On va le filmer. quand on filmera après. Le quatrième principe, c'est réutilisation des eaux usées. Ok. Alors, on va d'abord parler de récolte des eaux de pluie, donc c'est le quatrième principe. Donc on a un toit en bac acier qui est très grand, qui fait plus de 100 mètres carrés. Je filmerai aussi. Voilà, enfin, on le voit bien au drone. Et du coup, en fait, ça récolte très vite la pluie. Et derrière, on a 3 citernes de 6 mètres cubes. C'est quand même beaucoup, parce qu'on est quand même dans une région où normalement il pleut beaucoup, mais maintenant on a de plus en plus de canicules. Vous avez prévu sur l'avenir. Oui, exactement. Et du coup, donc on a 19 mètres cubes de réserve enterrés à l'arrière. Et donc on récupère les eaux de pluie. C'est important, tu dis à l'arrière, donc comme ça c'est bien dans la terre, Ouais, derrière la nord. maison. Voilà. pour bien le Ouais. garder. Ok, important. Et donc quand on verra aussi sur le drone, donc il y a la maison, le toit. Derrière, on a un espace, c'est là que sont les citernes. Et derrière, on a 4 petites choses qui ressortent. Et en fait, ça, c'est les évacuations du puits canadien. Oui, puits canadien, ça passe dans la terre comme des serpentins et on profite de la géothermie. Si je Ouais, dis pas nous, de c'est un tube en grès. Au-dessus, comme on est en pente, il y a des coudes. Ok. Donc, ça ressort comme ça. Ok. Et on a à peu près, je crois, 12 mètres de long. Ok. Et on en a 4. Donc 2 dans la pièce principale et 1 dans chaque chambre. Excellent. Donc ça, le principe de récupération d'eau de pluie. Et après, on a le principe de nettoyage interne des eaux usées. Donc ça veut dire que toutes les eaux de la maison, sauf l'évier de la cuisine, parce qu'il nous faut quand même un point d'évacuation qui ne va pas dans les plantes. Toutes ces eaux-là, donc la machine à laver, les douches, les éviers, tout ça, vont aller directement dans la serre. Donc dans la serre, on a des planters en anglais, donc je pense qu'en français des sortes de petites mares, où on a les eaux usées qui arrivent, après qui arrivent dans des gros cailloux, des petits cailloux, de la terre, et dans cette terre sont plantés... Ça fait des petits filtres voilà. de plusieurs tailles, Ouais. du plus gros au plus fin. Exactement, D'accord. pour après arriver par la terre, où là on a planté des choses pour se nourrir et aussi pour nettoyer les eaux usées. Donc les plantes vont se nourrir des eaux usées et en même temps vont grandir et nous nourrir nous. Et donc ces eaux sont nettoyées et après elles vont dans les toilettes. Donc on n'a pas de toilettes sèches, mais quand on tire la chasse, les eaux elles ont déjà été utilisées 3 fois en fait. C'est de l'eau grise. Voilà. Et après les eaux noires, elles s'évacuent dans la phytoépuration là-bas. Donc la phyto, si je ne me trompe pas, c'est les espèces de bambou. Les roseaux, enfin, les là, roseaux, ouais. je dis bambou, pardon, les Ouais. roseaux. Je Ça vais, aller, ressemble. Hein. je vais aller les filmer si tu veux en même temps, comme ça j'écoute. Ouais. Et donc on peut voir la phyto, bon, elle est un peu sauvage et du coup on voit qu'il y a des tomates et des framboises qui poussent. Carrément. Parce qu'en fait les graines quand elles passent dans notre estomac, elles enlèvent la petite couche protectrice des graines et en fait après elles se replantent. C'est un peu le but premier des plantes, c'est de se reproduire comme ça en Ouais. étant bonnes, comestibles et puis... Après nous on les fait en sauce, on les mange pas crus quand même parce que ça a été dans des eaux noires. Ouais. Mais voilà, on les mange quand même. Donc on voit ici les tomates. Ah oui, et sans ça. rien faire, c'est ça qui est Voilà, génial. là, rien. Et de l'autre côté, il y a des framboises. Ouais. Mais on est censé avoir que des roseaux. Mais on a mis un peu de temps pour les faire pousser. Là, ça commence à prendre. Génial. Là, on voit des petites grilles, ça doit être tout le système. Ouais, après ça, on a été obligés. On n'a pas pu faire ce que Earthship voulait faire. C'est la seule contrainte qu'on nous a imposée dans le permis de construire. Oui. C'est d'avoir une entreprise agréée qui. Il n'y en a qu'une pour les valide le phytos. projet. Ouais. Voilà, Aquatiris. en l'occurrence. Oui. Ouais. Bon, je les cite parce que c'est les seuls. S'il y avait de la Ouais, il y en a concurrence. d'autres. Ah, je Non, pensais il y en qu'il y en a- avait d'autres. il y en a d'autres, mais c'est vraiment les personnes vers qui on nous oriente si on a un projet atypique. J'aime bien dire atypique. Mais c'est génial. Ce qui est très drôle, ouais, c'est de voir que le chemin des graines comme ça. Ouais, ben là, tu vois de l'autre. Donc là, il y a Ouais, les tomates. ouais. Et après, là, tu vois, il y a des framboises. Où ça. Ah, derrière. Ah oui, je les vois. Par là. Ouais. Excellent. Planté directement dans la phyto. C'est énorme. C'est excellent, n'empêche. Ok, donc ça, alors excuse-moi, on en est à quel? On en est au 4e, Non, au 5e. 5e, d'accord. Traitement des eaux usées. Et le dernier, c'est la production. C'est bon. Ah, ok. Vas-y, suivant.
Et donc le dernier principe, on en a déjà un peu parlé, c'est la production de nourriture. Ok. Donc on produit de la nourriture à l'intérieur de la maison sans avoir besoin d'arroser. Et donc on a de la nourriture toute l'année. Alors ce n'est pas des quantités qui vont être suffisantes pour nous nourrir. C'est pour ça qu'on a fait un potager, qu'on a planté des arbres et tout. Mais ça nous permet de toute l'année, sans sortir de la maison, d'avoir à portée de main. Un début de production. Voilà, et des choses surtout qu'on utilise tous les jours. Donc beaucoup d'herbes, de légumes verts, voilà, des choses qui repoussent en fait constamment, quoi. Et aussi, alors ça c'est plus un luxe, mais de pouvoir avoir des tomates cerises en hiver. En fait, nos plants d'été ne meurent jamais vu qu'ils deviennent vivaces. Oui, en je vois, fait. ça monte. Là, on le filmera. C'est vrai que ça part très haut. Ouais. Et ça devient vieux. Oui, parce que. Et du coup, on a des poivrons, des aubergines, des tomates qui sont là depuis 1 an et demi, 2 ans et qui continuent de produire. Alors moins, mais on les renouvelle de temps en temps. Mais voilà, ça nous permet d'avoir ce petit plaisir-là d'avoir à portée de main des choses toute l'année. Combien il fait de mètres carrés le Earthship? Il fait 148 mètres carrés en comptant la serre, mais pas les sas. D'accord, en comptant la serre, mais pas les sas. Les sas, c'est juste Donc avant on a de 2 rentrer. sas qui permettent en fait de faire tampon. Ok. Et on le voit vraiment en hiver, la nécessité d'avoir, enfin le plus que ça apporte d'avoir ces sas, parce que, disons, il fait -2 dehors, il va faire 9 dans le sas, Ouais. il va faire 12 dans la serre et 19 dans la maison. C'est vraiment la différence thermique. L'air Voilà. est un bon. Puis ça nous permet de ne pas faire rentrer le froid directement dans la maison et à l'inverse en été. Tu vois, tout ça, c'est tous ces petits points qui te permettent justement après, c'est passif. On appelle ça passif, puisqu'il n'y a pas de mécanisation là-dessus. Non, mais il y a juste les pompes Les pompes, oui, qui demandent, enfin, je ne sais pas si tu Ce appelles qui, ça ce la qui remonte, mécanisation. Mais... ce qui remonte l'eau, par exemple l'eau grise, pour retourner dans les toilettes. Voilà, ou le fait on a quand même une pompe qui nous amène l'eau dans les robinets pour qu'il y ait plus de pression. Oui, non, mais ça, oui, ça. Voilà. Oui, mais Mais au pire, voilà. vous savez où aller chercher l'eau. Enfin, l'eau, elle est derrière, vous pouvez Oui, oui, aller la récupérer. oui. Ouais. Et on a donné tous les principes, on a Oui. été assis. Génial. Je suis un peu impatient de rentrer, c'est pour ça que je Ok, te dis ça. pas de souci, alors. Juste une question, je vois qu'il y a un autre petit panneau Oui. photovoltaïque au-dessus des panneaux. Oui, mais c'est vrai que j'en ai pas parlé. Donc le grand panneau au milieu, c'est le chauffe-eau solaire. Oui. Et le petit panneau qui va à côté, c'est pour faire fonctionner le chauffe-eau solaire. Et ici, on a aussi un petit panneau qui est à l'ombre pour le moment, qui est indépendant du système et qui en fait va faire fonctionner la pompe de circulation pour les planters, donc les eaux usées, pour pas que ça stagne. D'accord. Et du coup, on l'a pas mis sur le système pour pas que ça tourne tout le temps, Ok. parce que c'est pas nécessaire. Mais du coup, à chaque fois qu'il est au soleil, ça tourne, et quand il n'est pas au soleil, s'il n'y a pas de soleil, ça tourne pas, mais c'est pas très grave, quoi. C'est automatique. Voilà, c'est juste le problème, c'est que quand elle casse, on le sait pas tout de suite, et du coup là, ça peut commencer à sentir dans les toilettes. C'est ce Ça a qu'on vu déjà il y a cassé? quelques mois. Ah mince. Ouais, la pompe, ouais. Ah oui, eh ben, ça vous aurez tout. Dès que c'est mécanique, Voilà. dès que ça bouge, ça casse, ça c'est sûr. Bah, écoute, c'est génial, c'est vrai que j'avais 1 milliard de questions. Avant de venir dans la Ouais. voiture, je me suis dit pose ça, pose ça. Maintenant que je suis devant, je suis ébahi. C'est impressionnant. Combien de temps vous avez mis de chantier dessus On va Ouais. dire au moins pour la partie extérieure. Ouais. Alors nous, c'est vraiment particulier parce que donc on a fait appel à Earthship Biotecture. Donc ça veut dire, c'est comme on est des clients, c'est une entreprise, donc on leur a dit voilà, on veut une maison. Ils appellent ça un global model, donc c'est leur modèle type qui fonctionne un peu dans tous les climats. On adapte certaines choses. Hein. Je ne l'ai pas dit, mais par exemple, la serre, l'inclinaison de la serre, elle est calculée par rapport à la latitude où on est, pour avoir un maximum de lumière en hiver, un minimum en été. Et pour vous donner un ordre d'idée, en hiver, la lumière rentre jusqu'au mur du fond des pièces et donc reflète complètement la lumière. Le soleil rentre jusque-là. En été, il ne dépasse pas les plantes. Oui, il est coupé, Voilà. il arrive comme ça, donc ouais. Donc il y a une énorme différence, ce qui est très compliqué au niveau de faire pousser des choses parce que c'est l'inverse que ce qui se passe dans la réalité. Oui. Donc les plantes, elles ont tendance à fort monter en été parce qu'elles vont chercher la lumière, elles n'en ont pas assez. Sauf qu'elles n'en ont pas dès qu'elles arrivent Voilà. tout en haut. Oui, donc voilà, donc il y a des petites choses à ajuster, c'est j'avais pas... pas pensé à ça. Ouais, ouais. Et on peut parler un peu argent? Oui. Au mètre carré, combien ça coûte une... Zut, j'avais noté l'autre jour le chiffre. Je vais le retrouver, je l'ai Non, noté pas- l'autre jour. Pas de souci. Tu me le redemanderas après. ouais. En plus, je t'ai posé la première question, j'ai pas eu la Je réponse. crois que c'est 1600, voilà. 1600 euros 1600 du mètre carré. du mètre carré. Voilà. D'accord. Bon, on verra après. Mais bon, parce qu'on a fait venir une entreprise, tout ça. Là, il y a des gens qui ont... donc, il y a eu pas mal de projets autoconstruits d'Earthship inspirés, on appelle ça. Pas mal. Parce que, en fait, Michael Reynolds, il est
quand même dans un esprit de partage et qu'un maximum de gens utilisent ces techniques et tout ça. Il y a des plans pour 10 €, on peut acheter une application où il y a des plans, machin. Mais la seule chose qu'il demande, c'est qu'on n'utilise pas le nom Earthship pour des choses qui n'ont pas été faites par Earthship Biotecture. Donc on peut le dire. Voilà. Parce que en fait, il veut pas que si ça marche pas, ce soit. Oui, voilà. c'est plus pour la marque. Voilà, je peux comprendre. Voilà. Non, mais, donc on appelle ça un Earthship inspiré. Donc les gens qui font ça en autoconstruction. Et là, on discute avec des gens qui viennent de la terminer et je pense qu'ils ont réduit de moitié ce coût. Donc ils étaient autour de 800 € du mètre carré. Et tu m'as pas dit alors combien il y avait de personnes, combien de temps ça a duré le chantier? Donc, excuse-moi. Le chantier même a duré 4 semaines. Ok. Donc ça 6 jours sur 7, de 7h à 16h. Ok. Là, on avait à peu près, donc c'était un chantier école, donc ça veut dire qu'il y avait des cours qui étaient donnés, les élèves payaient pour venir assister aux cours et participer. Ouais. Alors l'idée, c'était d'essayer pour la première fois de le faire en Europe et donc d'avoir un maximum d'Européens, parce que normalement, ils font les académies à Taos au Nouveau-Mexique, donc ça fait faire des longs trajets et beaucoup d'argent pour les gens qui veulent aller participer à cette académie. Donc là, c'était l'occasion d'amener les Européens, de leur donner cette possibilité de le faire en Europe. Voilà. Donc on avait, je pense, une 50aine d'étudiants. Après, il y avait une 15aine de personnes d'Earthship. Et après, il y avait encore une 10aine d'étudiants qui avaient déjà fait l'académie, mais qui voulaient refaire un chantier pour avoir plus de pratique. Donc on devait, en tout, on était proche de la centaine. Entre 100 personnes, 4 semaines voilà. Alors pour ça ne veut pas vraiment dire que les 100 travaillaient tout le temps, vu qu'il y en a qui étaient en cours. Donc il y avait un demi-groupe en cours, un demi-groupe sur le chantier. Le staff se répartissait aussi. Donc on était en 50-60 à peu près sur le chantier tout le temps. Après, les gens étaient libres, ils n'étaient pas obligés de travailler toute la journée et tout ça. Mais... Et vous avez profité de tout ça aussi, alors des cours plus alors, de mettre la ça, main à la c'était pâte. l'intention. Après, dans les faits, non, on a passé nos journées à régler des problèmes. Et, parce qu'en fait, c'est un chantier tellement rapide qu'il faut que ça tourne. Et si on perd un jour, entre guillemets, ça nous retombe dessus. Et la façon de fonctionner d'Earthship, qui n'est pas du tout régulée, on va dire, comme une entreprise particulière, parce que j'utilise le terme entreprise, mais dans le fonctionnement, il ne fonctionne pas du tout comme une entreprise. Et donc, en gros, on avait un contrat avec eux qui disait, quand on partira, il y aura l'hors d'eau, l'hors d'air et les systèmes qui fonctionnent. Si, quand on a terminé ça, il nous reste 3 jours, on continue. Si on n'a pas fini, on reste. Ah, et donc, eux, leur but, c'est vraiment de carburer à mort. Voilà. Okay. Et donc moi, mon but, enfin nous en tant que clients, notre but, c'était tout se passe bien pour que ça avance et qu'ils puissent faire un peu plus. Donc par exemple, l'escalier d'entrée, ils ne devaient pas le faire, ils l'ont fait. Les sols, ils ne devaient pas les faire, ils les ont fait. Parce qu'on a été bien organisé et que ça a bien avancé. Voilà. Mais pour ça, il a fallu régler des problèmes tout le temps parce qu'il faut que les matériaux... Enfin voilà, si les citernes, elles ne sont pas là à temps et qu'on ne peut pas les poser tel jour, on perd 3 jours dans le... Voilà. Donc il y avait un côté... Et il ne faut pas oublier qu'on est en France en été, donc il y a beaucoup de choses qui ferment, tout ça, et que la mentalité française, c'est pas la mentalité américaine. Donc les Américains, ils arrivent, ils disent, quand on veut, on a de l'argent, on achète, on a. Moi, je devais aller négocier avec des gens qui avaient assez de travail pour leur dire, si vous m'aidez pas, si on n'a pas ça pour dans 3 jours, on est dans la merde, quoi. Et donc ça, c'était vraiment ça, ta c'était partie. très compliqué. Que les gens le sachent, s'ils passent par ce genre de choses. Ouais, pour moi, c'était compliqué parce que j'étais dans une situation où Earthship me disait, il nous faut ça. Et moi, là, en face, on me disait, mais c'est impossible. Et donc, moi, je devais trouver des moyens d'expliquer qu'en fait, ça ne fonctionne pas comme ça ici. On ne va pas au magasin et on a ce qu'on veut quand on veut, en fait. S'ils sont fermés pendant 3 semaines, ils sont fermés. S'ils n'ont pas envie de prendre le taf, ils n'ont pas envie. Si on leur parle mal, ils ne te rappellent pas. Enfin, voilà. Ouais. Donc, il y avait un côté... On en parlera après dans l'interview avec Benjamin pour vraiment expliquer entre ce que tu m'avais dit, entre ce que... Enfin, tu t'attendais à quelque chose et ça a été quand même plus compliqué. Ça, on le développera un petit peu. Donc ça, c'était les 4 semaines de chantier. Donc ils sont partis le hors d'eau, hors d'air, les systèmes. Et puis certains murs de bouteilles à l'intérieur. Enfin voilà, les cloisons n'étaient pas terminées. Il n'y avait pas de douche. Il y avait tous les tuyaux, tout était prêt, mais il n'y avait pas de douche posée. Il n'y avait pas de cuisine posée. C'est les finitions. Voilà. Enfin, okay. C'est quand même des grosses finitions. Oui. Enfin, il y a tous les enduits à faire. On voyait les pneus, les canettes. Enfin, on était vraiment. Je pourrais montrer des photos et tout. C'était quand même très grosse finition. Et donc, on a fini ça à peu près. On a fait un chantier participatif d'1 semaine pour les enduits. Et après, on a fini les finitions à 2 avec un ami qui savait ce qu'il faisait et moi qui étais juste la petite main et qui écoutait ce qu'il me disait. Oh, t'as quand même mis les mains. Oui, mais je veux dire, moi, j'avais pas de connaissances. Je savais pas ce qu'il fallait faire. Il fallait qu'on me l'explique. Voilà. Et j'ai tout dû apprendre sur le tas, quoi. Et donc, on a été 2 et on a mis à peu près un gros 6 mois pour terminer. Voilà. Ok.
D'accord, mais c'est bien que les gens aient quand même une idée du chantier. Voilà. Mais voilà, c'est vraiment particulier. Les gens qui sont en autoconstruction vont vous raconter quelque chose de complètement différent parce que voilà, il y a des façons de faire complètement différentes. Là, on est passé par archibiotecture, il y avait plein d'avantages, mais il y avait plein d'inconvénients aussi. Il y avait le côté, il faut que tout aille vite. Les matériaux, il y a beaucoup de choses. On a dû utiliser beaucoup de ciment parce qu'il faut que ça aille vite. Et parce que c'est de la terre. on peut utiliser de la terre, oui, mais nous, si on utilise de la terre, il faut attendre 3 semaines pour qu'elle sèche. Et donc, comme nous, il faut qu'on rebosse le lendemain, on est obligé d'utiliser du ciment. Voilà, il y a eu beaucoup de surcoûts qui ont été liés au fait que ça a été rapide. Et aussi au manque d'expérience. C'est évidemment, c'est moi qui me suis occupée de gérer tout l'approvisionnement des matériaux avec 0 expérience. J'arrivais dans un magasin en disant, j'avais des termes en anglais avec des mesures américaines. Et on me disait, ok, mais ça sert à quoi? Et j'étais incapable de l'expliquer. Donc il y a eu une perte d'énergie, de temps et d'argent considérable sur le manque d'expérience. Et aussi sur le fait qu'en face de moi, j'avais des gens qui ne nous prenaient jamais au sérieux. Donc moi, j'arrivais dans un magasin en disant, voilà, j'y connais rien, on va faire ci, on a un projet, on a 40 000 € de matériaux à acheter chez vous. Est-ce qu'on peut se poser 3 heures et on bosse ensemble et vous m'aider sur tout le chantier? T'as été suivi quand même un peu en local? Non, en fait. Parce que les gens, ok, vous allez venir avec des pneus, machin, des ricains, oui. Totalement Voilà. perdu les gens. Et puis en plus, je suis une fille, je pense que ça joue. Je pense que oui, ils me prenaient pas trop au sérieux aussi pour ça. Genre, qu'est-ce qu'elle va construire une maison autonome, toute seule? Enfin, ils comprenaient pas, quoi. Elle est là. Enfin, moi, j'ai senti qu'on m'avait jamais pris au sérieux. J'ai été voir 5-6 magasins. Et il n'y a personne qui s'est dit, ok, je vais me poser et je vais accompagner le projet. Et donc ça rajoute. Et donc j'ai dû aller prendre un peu chez tout le monde le moins cher, le machin. Mais je pense que et une fois que le chantier a commencé, ils étaient là dans la minute. Hein. Quand ils ont vu les gens débarquer, la presse, le machin, là, je demandais un truc, je l'avais direct. Donc il y avait vraiment une question un peu de notoriété, ou le fait, qui m'a handicapée au départ et qui après a été un avantage. Après, ils voulaient être de la partie. Voilà, c'est ça. C'est marrant, ça me rappelle un peu ce qui se passe avec l'archipel. On se moquait au début, et puis maintenant, c'est vrai que les gens, il faut qu'on se voit. Mais je vais avoir des questions techniques. Je ne sais pas si. Il y a 12 panneaux. Oui. D'accord, donc vous êtes sur 12 panneaux. En batterie, tu m'as dit qu'il y en avait combien? Il y en a 12. On pourra aller les voir, on regardera ensemble. Ouais. Tu sais combien ils font les panneaux en watts? Je 250 ou 300. Ouais. Je crois qu'on est à 3000. En tout, ouais. De toute façon, en France, c'est 3000. Donc, voilà. Donc ça doit être 250, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bon, alors je te cache pas, Pauline, j'ai qu'une hâte, c'est de visiter et de rentrer dedans. Allons-y. Tu veux rentrer par quel côté? Le principal, je pense. Ouais. Allez, Pauline, on va rentrer dans le Earthship. Donc là, on va arriver, si j'ai bien écouté, il y a un sas, on le montrera aux gens, puis après on arrive dans ce qui est la serre. Oui. Ok. Eh ben vas-y, une pièce à part entière de la maison, la serre. Parce qu'on y passe du temps, surtout en hiver. C'est vraiment dès qu'il y a un rayon de soleil, il fait super froid dehors. Ouais. Et nous, on a du 25-30 dans la serre et ça fait vraiment moment de recharge. C'est super agréable. Alors déjà, je vais présenter les fameuses bouteilles dont tu parlais pour faire les murs. Donc ça, c'est les murs des bouteilles. Donc c'est très typique des Earthship. Donc pour pouvoir faire ça, nous, on a utilisé, je pense, 6000 bouteilles en verre qu'on a dû aller récolter dans les bars. C'est bien d'avoir les chiffres comme ça, voilà. D'accord. Donc ça, pour faire une brique de bouteille, c'est 2 bouteilles, évidemment, vu qu'on n'utilise que les culs, identiques, de la même taille, qu'on va couper en 2 avec un coupe-carrelage, c'est assez simple. Après, on les nettoie, on les sèche, on les met ensemble avec du papier collant, et en fait, ça nous fait une brique. Et après, on monte le mur de briques. C'est très minutieux comme travail, ça prend énormément de temps. Tu parlais de la difficulté tout à l'heure. Voilà. Oui. Donc quand on est un groupe, ça va très vite parce que c'est hyper organisé. Quand on est tout seul, c'est vraiment très très long et frustrant. Voilà. Mais c'est pas que esthétique, ça laisse passer un peu de lumière également. Il y a le côté lumière, réutilisation de matière, et puis il y a le côté esthétique. Après nous, on a choisi, donc celui-là, il est complètement transparent, l'autre, il est de couleur. Donc quand le soleil se couche ou se lève, on a vraiment des jeux de lumière, c'est très beau. Et puis ça amène la lumière dans la serre aussi sur les côtés. C'est important. Ouais. Et elle fait combien la serre là de long? À peu près 50 mètres. 50 mètres? Ouais. D'accord. Carré. 50 mètres de long ou ça? Ouais, carré. Non, carré. Donc on est à peu près sur 2 mètres, donc 25. D'accord. Donc pour pouvoir construire un Earthship, il faut, quand on cherche un terrain, il faut, en tout cas pour la taille du nôtre, parce qu'on peut en faire des plus petits ou des plus grands, pour la taille du nôtre, il nous fallait combien de mètres? 35 mètres de façade sud? 35 mètres de façade sud. D'accord. Ça, c'est des chiffres super importants. Ok.
Donc là, on a le petit sas, donc on a une deuxième porte. Toutes les portes, Ok. elles ont été faites par Earthship sur le chantier, Ah ouais. sur mesure. Elles sont vraiment très belles. C'est magnifique. Et du coup, elles sont assez grosses et derrière, on met des choses pour ne pas laisser rentrer. Attends, je vais le filmer pour que les gens voient quand même l'épaisseur. Ouais, Excellent. Oh, c'est beau avec la petite jungle là. ouais, Au sol, c'est quoi? C'est béton? ouais. Ok. Et dans les pièces, c'est du béton ciré. Ça, c'est une méthode aussi qu'Earthship utilise qui est vraiment pas chère. Donc, c'est du béton ciré avec, quand il est frais, on met du sulfate de fer. Donc ça coûte 10 € le sac. On a fait tous les sols de la maison avec. Ok. Bon. Et en fait, ça les colore et ils ont mis des bâches en plastique qu'ils ont chiffonnées un peu n'importe comment. D'accord. Et en fait, là où ça touche plus le sol, ben, c'est plus foncé et ça crée des dessins. Et en plus, c'est un peu rigolo parce que ça fait vraiment effet grotte Lascaux. Et comme Ouais. on est à côté en Dordogne, tout le monde nous dit ah ouais, ça rappelle Lascaux, quoi. Mais ici, on l'a pas fait dans la serre parce que ça, on l'a fait après le sol de la serre. Mais on le verra dans les pièces, les dessins et la coloration. Voilà. Je suis bouche bée, c'est magnifique. Bon, je suis déjà rentré, hein, parce que les gens ils disent ouais, tu découvres et tout. Ouais. Non, je l'ai déjà vu. On peut les 2 fois. Hein. Ouais, allez, je leur fais waouh. Donc là, il y a une partie terre, donc c'est en pleine terre. C'est ça qui est fou aussi. Donc, il y a de la terre, mais comme j'expliquais, il y a les cailloux en dessous. Et c'est vrai que là, il y a des questionnements quand même, parce qu'au départ, on me disait bah, la terre, elle n'a aucun intérêt nutritif. Ouais. Sauf qu'en fait, on se rend compte qu'il y a quand même des manques. Et que, donc moi, je mets quand même des purins, des thés de compost, de lombricompost. Et puis maintenant, on récupère un peu les eaux de cuisine, les eaux de cuisson, et on les verse aussi. Ça nous permet aussi d'avoir les graines qui tombent toutes seules, qui repoussent toutes seules. Excellent. Parce que sinon, en fait, en général, c'est pas mouillé au-dessus, vu qu'on n'arrose pas. Les plantes, elles vont, avec leurs racines, chercher ce dont elles ont besoin. Donc c'est un super avantage pour pas arroser, mais du coup, les petites graines, elles se développent jamais si on n'arrose pas par le haut. Donc voilà, on teste des trucs. Il y a plein de choses à apprendre. Comme je disais, c'est très différent de l'extérieur. Faut l'apprivoiser cette maison. C'est vrai que c'est pas si simple que ça. Ouais, c'est vraiment, c'est pour ça qu'on a du mal aussi à la laisser quand on part. Ouais. Enfin, moi, je m'inquiète de cette maison comme je m'inquiéterais d'une personne, quoi. On dit toujours, et ça paraît très cucu, mais c'est tellement ce qu'on ressent. Elle est là pour nous, la maison, elle nous protège, elle nous nourrit, elle nous offre de l'énergie. Mais il faut qu'on soit là pour elle. Et en fait, si on n'est pas là, qu'on l'aère pas, qu'on ne prend pas de douche, qu'il n'y ait pas d'eau qui circule, ben, elle va commencer à avoir des problèmes d'humidité. Donc, elle a besoin de nous, on a besoin d'elle. Il y a une Elle vraie relation. s'autorégule avec les humains. Voilà. D'accord. Et c'est super important parce que pour moi, pour nous, avant, c'était le fait d'avoir une maison, c'était pas du tout quelque chose qu'on voulait dans notre vie. On s'était vu nomades toute notre vie, on n'avait pas du tout cette envie de propriété. Pour nous, c'était que des problèmes en fait. Avoir une maison, c'était des coûts, des problèmes, et on voulait pas de ça dans notre vie. Et en fait, c'est ça qui nous a attirés dans l'Earthship, c'est ce côté relation complète avec son habitat qui n'est pas un truc pesant qui nous coûte de l'énergie, qui nous coûte de l'argent, qu'on doit faire réparer. Qu'on ne maîtrise pas. Et en fait, ici, on a une relation complètement différente. Et je trouve que c'est important de se redire que l'habitat, avant tout, c'est ça, quoi. Et d'en prendre soin. Souvent, on me dit « Ah, mais ça doit te prendre du temps et tout ». Je dis « Mais j'en prends soin comme quelqu'un de ma famille, en fait, comme un membre de la famille. C'est normal. Et je trouve ça dommage qu'on ait perdu ça dans l'habitat maintenant. » Ah, mais c'est normal, tout est fait en kit. Oui, puis les gens, on était les premiers à vivre comme ça avant, ne comprennent pas comment les maisons fonctionnent. C'est vrai. On ne sait pas comment la plomberie fonctionne, on ne sait pas, on fait venir quelqu'un, alors que des fois, c'est Et en fait, ici, comme on ne peut pas faire ça, parce que c'est très particulier, on était obligé d'apprendre. Donc maintenant, à chaque problème, en fait, j'apprends à mieux comprendre la maison et à comprendre qu'en fait, voilà, on a eu un problème de pompe. Pour moi, la pompe était cassée, j'étais en panique, je me dis, ça y est, ça fait que 3 ans qu'on l'a, elle est déjà cassée. Et en fait, en parlant avec un ami, il m'a expliqué que c'était peut-être un trou dans la membrane. Hop, je l'ai démonté moi-même, mais jamais j'ai cru que j'étais capable de démonter une pompe et de la réparer. Et en fait, c'est tellement rassurant de se dire, en fait, on peut comprendre et c'est simple et on peut le réparer nous-mêmes et on n'est pas dépendant toujours de l'extérieur, quoi. Oui, j'imagine que tu vis les mêmes choses. Non, mais et c'est aussi pour ça que j'ai un plaisir d'aller. Ouais. Ce que j'entends, et justement, ça fait maintenant 3 ans que je le dis aux gens et ça me fait plaisir de leur entendre parce que souvent on me dit ouais, mais toi tu pourrais être quelqu'un de candide et tout. Mais non, il y a effectivement des réalités. Mais quand on vit ça,
c'est une vie de c'est une vie de rêve parce qu'en fait ça apporte tellement, mais le problème c'est que c'est difficile de narrer l'histoire qu'on vit à 100%, même si oui il y a des galères, le prof tu parles de la pompe, mais c'est un détail à côté de la vie après qu'on mène. Mais sur le moment, en tout cas au début, j'étais dans des états de panique. La première année, on a eu la plus grosse tempête dans la région depuis 100 ans, on a eu des glissements de terrain, enfin c'était vraiment l'horreur et il y avait de l'eau dans la maison. Ma première réaction, c'est la panique, la maison ne fonctionne pas. Ça a été mal fait, ouais. Voilà. Et en fait, c'était un glissement de terrain qui a fait que le tuyau a sauté et il y a eu surplus. En fait, l'eau est rentrée par les escaliers. Enfin bref, mais en fait, donc on a eu nos citernes. On pensait qu'elles étaient vides, qu'il y avait un problème de citerne. Et en fait, c'était juste un tuyau qui avait sauté à cause d'un glissement de terrain. Donc un détail. Mais ça crée tout de suite, ça peut créer quelque chose d'impressionnant. Mais du coup, c'est vrai que sur le coup, on se dit, il y a un truc qui ne fonctionne pas. Au début, surtout quand on ne connaît pas, parce qu'on... Nous, c'est aussi ce qui nous a attirés dans les Leadership, c'est de se dire, une fois qu'on fait ça, après, ça fonctionne. Il n'y a pas ce côté dépendant. Et le côté passif, beaucoup. Voilà. Et en fait, le fait qu'il y ait un problème tout de suite, dans les 6 mois après la construction... Là, Michael Reynolds, il y a un problème. Là. Voilà. Et en fait, on s'est rendu compte que le problème, c'était rien. C'était pas un problème de citerne, c'était juste un tuyau qui avait sauté à cause d'un glissement de terrain brusque. Problème de connaissance aussi, voilà. Sur la panique. Oui. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on réagit un peu moins... on se dit, voilà, ça fait partie des choses. Et puis, surtout, on les comprend. Oui. Et donc, quand on les comprend, maintenant, quand il y a un problème, je sais où aller chercher. Avant, je paniquais. Maintenant, je me dis, ok, si ça vient de là, ça pourrait être ça. Essaye. Et souvent, je résous maintenant les problèmes toute seule, alors que jamais j'aurais cru m'en sentir capable. Dans 10 ans, tu me donnes des cours. J'espère pas trop quand même, sinon c'est-à-dire qu'il y aurait eu plein de problèmes. De toute façon, dans une maison, on a toujours, même quand on l'achète, tu sais, il y a des gens... C'est pire, parce qu'en fait, on les comprend pas. Ici, au moins, ils sont très simples, en fait. Et puis, on a quand même ce côté, le Leadership, c'est quand même très pensé low-tech, pour que quand il y a un problème, par exemple, avec l'électricité, les lumières de la serre, elles sont... Je mélange toujours, mais elles sont en 12 volts. Du coup, en fait, on a quand même les lumières de la serre, même s'il y a un problème avec l'onduleur. Voilà. Si jamais il y a un problème avec la pompe, et qu'on n'a pas... En fait, on a encore de l'eau. Ça coule, mais un tout petit filet. Parce que tout est pensé pour être en pente par gravité. Okay. Donc, ce ne sera pas confortable parce que c'est un petit filet. Mais on a quand même de l'eau. On ne se retrouve pas sans eau, sans électricité d'un moment à l'autre. Très bien conçu, ça. Voilà. Et le système d'aération, tout est manuel. Donc... En avant, juste pour que je puisse montrer un peu en long. Montrer ici. Ah, pardon. C'est comme sur un bateau, on a des cordes, il y a des poids de l'autre côté, et quand il pleut, hop, on tire, on ferme. Donc oui, il y a plein de gens qui disent « Ah, tu devrais mettre un truc automatique, quand il fait chaud, quand il pleut, ça se ferme tout seul avec des capteurs et tout. » Je dis « Non, moi je... » L'automatisme, c'est des problèmes. Je prépare des cordes et 2 fois dans l'année, on va oublier de le fermer, on va partir, il y aura un orage, il y aura un peu d'eau, c'est pas grave. Je préfère ça et avoir le contrôle et de me dire le pire qui puisse m'arriver, c'est la corde qui casse et je la remplace. Je t'avais parlé des vérins, des bras vérins automatiques avec la chaleur. Moi, j'aime pas. Je préfère le plus simple possible. C'est bien. Voilà. C'est un membre de ta famille, il faut t'en occuper, comme tu disais. Puis, mais c'est vrai que quelqu'un qui vient dans la maison qui ne connaît pas, il faut quand même un petit moment pour montrer toutes ces choses-là. Oui, tu as déjà reçu des amis, ça va leur faire bizarre quand ils arrivent dans quelque chose. Ouais. Je le précise en vidéo parce que j'ai souvent des gens qui me contactent, qui me disent est-ce qu'on peut soit appeler, soit envoyer des mails. Est-ce qu'il y a un moyen de vous contacter privilégié pour vous? Je pense que c'est mail. Oui, on a une adresse email que tu mettras dans... Voilà. Et on a une page Facebook aussi, on est un peu moins réactif. Mais après, nous, on fait des visites de temps en temps, plusieurs fois dans l'année. Le problème, c'est que... Elles sont pleines très vite, voilà, parce qu'on doit quand même limiter le nombre, parce que s'il ne fait pas beau et que ça se passe à l'intérieur, on ne peut pas être 50. Donc on limite à 30 en général. On en fait 3-4 fois pendant l'année. Après, on ne fait plus de visites individuelles parce que ça nous prend trop de temps. C'est bien que tu le précises parce que je fais de plus en plus de visites. Et par exemple, la visite la plus... La vidéo la plus regardée de l'archipel, j'ai bien précisé que les gens voulaient, eux, totalement garder leur anonymat. Et il y a des gens qui les ont retrouvés, qui les appellent, et je trouve que c'est pas très poli déjà. Donc, si les gens veulent te contacter, soit la page Facebook un peu moins réactif, soit par mail, je le préciserai. Vous faites à peu près 3-4 visites par an, mais pas de visite individuelle. Non. Après, on loue aussi la maison quand on n'est pas là. Okay. Donc, pendant les vacances scolaires, souvent, et les week-ends, ça nous permet, nous, où on fait des échanges de maison, s'il y a des gens qui sont intéressés. Voilà, sur un week-end, faire des échanges. Comme ça vit, il y a de l'eau qui coule. Nous, on n'aime pas que la maison soit toute seule. Et aussi, on avait plus cette idée, évidemment, avant. Aujourd'hui, on a un peu changé ça. Mais on veut qu'un maximum de gens l'expérimentent. Parce que moi, je dis toujours, quand on visite, quand on le voit, c'est déjà un grand pas. Mais passer une nuit dans un Leadership, c'est vraiment particulier. De prendre sa douche et de se dire, ça vient de
de la pluie, de sentir les odeurs, les sensations. C'est vraiment comprends. unique. Et donc, au départ, on voulait essayer justement de louer une chambre, tout ça. Et puis maintenant, on avait quand même envie de mener notre vie de façon, d'être chez soi. Mais c'est pour ça qu'on essaie de la louer aussi quand on n'est pas là aussi, ou faire des échanges de services. Enfin voilà, on n'est pas... Mais de savoir que elle reste jamais toute seule et qu'un maximum de gens puissent se l'approprier, ne fût-ce que pour un moment. Mais c'est vrai que les visites individuelles, ça prend juste beaucoup trop de temps et on peut plus se le permettre aujourd'hui, quoi. Merci pour cette petite aparté. Je peux filmer cette partie pour montrer. Donc je montre bien le sas. Voilà, préciser ça. Voilà. Donc ça, c'est les portes qui doivent rester fermées en été et en hiver. D'accord. Bon, un jour comme aujourd'hui, c'est un peu moins important, voilà. Et du coup, on a des petites trappes au-dessus. Donc ça, c'est tout le long de la serre, c'est pareil. Pour pouvoir, l'air chaud monte et donc... Voilà, l'air chaud monte, la trappe ici est ouverte. S'il pleut, on la ferme pour pas que l'eau rentre. Et en hiver, on va aérer 10 minutes par jour et le reste, ça reste fermé parce qu'on veut garder la chaleur dans la maison. C'est génial, tu vois. Et je suis très content de pouvoir filmer autant de temps parce qu'un journaliste qui viendrait ici n'aurait pas pu expliquer tout ça. Et même là, je le découvre, tu vois, le principe des trappes et tout. C'est excellent. Ça me fait vraiment plaisir. C'est simple, mais c'est important d'en parler parce que mine de rien, tu fermes tout ça là. Je sens, tu vois, le courant d'air aussi, c'est bien géré. Mais là, si tu fermais pas, enfin, si tu laissais comme ça, ça nous arrive d'oublier. Il a plu et du coup on est parti. Après, ça se régule très vite. Je crois qu'on m'a expliqué à vérifier, mais Michael Reynolds avait fait un test en plein hiver. Il avait tout ouvert pendant 24 heures et après il a tout refermé pour voir combien de temps ça allait mettre pour se réguler. Et je crois qu'en 24 heures, ça s'est remis de nouveau à une température constante. Donc ça va très vite. Et puis on a le droit à quelques erreurs au début. Ça, c'est bien. Sûr. Donc là, on est dans la partie à vivre. Et donc ces portes-là, c'est celles-là qu'on a tardé à mettre après le chantier, parce qu'on a fait le chantier en été et on a mis les portes fin novembre. Et du coup, on l'a ressenti le premier hiver, mais maintenant, c'est vrai que cet hiver-ci, ça a été... Bon, on a eu un bel hiver aussi. T'as un manuel quand même après, vu que t'es passé par eux, ils donnent pas un livre, quelque chose pour comprendre un peu le Earthship Comme on était censé participer à l'académie, mais au final, on n'a pas eu le temps, donc on a fait très peu de cours. On a reçu le manuel de l'académie et tout ça. Après, nous, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir notre ami là qui travaille pour eux, qui est souvent en France, et donc c'est un peu notre personne de contact quand on a une question, un problème, voilà. Et du coup, voilà. Donc, et quand on a eu par exemple le problème des citernes, donc ça c'est aussi pour la petite anecdote de la façon dont Earthship Biotecture fonctionne. Donc au niveau contrat décennal, on a bien compris que ça n'avait pas grand-chose. Donc nous, on savait tout ça avant. On savait que tous les risques étaient pour nous, en fait. Mais derrière, ils ont une sorte d'éthique qui fait que quand il y a un problème, ils sont là. Puis c'est un objet d'art, c'est une pièce unique, vu que c'est un architecte quand même. Ouais, je comprends. Et donc il y a un côté, par exemple, quand on a eu le problème des citernes, au départ, on ne savait pas ce que c'était, on pensait que c'était un problème avec la citerne. Ils ont envoyé à leurs frais quelqu'un pour venir vérifier ce que c'était. Et donc, c'est sérieux. Voilà. Donc, mais il n'y a rien qui, dans les faits, dans les papiers, qui les oblige. Mais en fait, ils veulent que ça fonctionne. Donc si ça ne fonctionne pas, ils seront là pour t'aider. Ça leur est déjà arrivé de réparer un toit sur un autre Earthship parce que ça ne fonctionnait pas et qu'ils disaient c'est notre responsabilité de le faire. Vous êtes un peu la maison témoin en plus, donc ils n'ont pas le choix aussi quand même. Oui, ils partent du principe que toutes les maisons sont témoins. Donc ils veulent que ça marche et si ça ne marche pas, c'est qu'il y a un problème et il faut le régler. En général, ils le règlent à distance. Mais si vraiment c'est un problème dont ils sont responsables, ils vont assumer leur responsabilité. Écoute, c'est très bien de leur part. Oui, je vais filmer un peu en bas. Oui, donc le sol, là, comme il n'y a pas de lumière qui rentre, là on est en septembre, donc ça rentre un peu plus. Mais par exemple, en plein été, ça ne dépassait pas les pierres. Donc on voit vraiment une énorme différence. Et plus on va avancer dans les prochains jours. Le matin, c'est le mur de fond est à moitié éclairé par le soleil. Donc il y a vraiment d'énormes différences. Excellent. Cette pièce à vivre, elle fait combien à peu près pour les pièces font à peu près 100 mètres carrés, donc je pense qu'elle doit faire 45. Ok. D'accord. Vous avez un petit cellier, je vois. Oui, c'est là où il y a les filtres, où il y a le frigo, la machine à laver, on peut aller voir. Bien sûr. Les filtres, c'est super. Donc là, tu peux montrer les puits canadiens ici, donc les sorties. Ah, c'est là. Voilà. Excellent. Donc ça passe dans la terre directement. Voilà. Et nous, on a choisi, là, on a dû bien négocier avec Earthship parce que normalement, ils font des tubes en métal. Ouais. Et donc, on a négocié, on a mis des tubes en grès. Ok, tubes en grès. Génial. Voilà. Et donc, on a une petite porte. Ouais. Ça sert à quoi, ça ? En hiver, on peut la fermer pour pas que ça rentre. Excellent. Voilà. C'est bien prévu quand même.
Et donc il y en a un autre là, il y en a 2 ici et puis un dans chaque pièce. Petite cuisine, c'est une cuisine conventionnelle. Vous avez des appareils électriques, je vois. Oui, Un alors peu de gaz. donc nous on a vachement adapté nos comportements, voilà, la façon dont on vit. Donc on utilise par exemple la machine espresso, l'Instant Pot, c'est que quand il y a du soleil. D'accord. Et donc quand il n'y a pas de soleil, on va prendre la machine à l'italienne. On est évidemment au gaz parce qu'on ne pourrait pas avoir de plaque électrique. Ouais. Donc les méthodes de cuisson alternatives, voilà, ça c'est l'étape supplémentaire, le four solaire, tout ça. On a un four à gaz qui est vraiment pas terrible, mais bon, ça fait le taf comme il faut. Ouais. Et voilà, donc là on peut voir le petit robinet, c'est le seul robinet d'eau potable qu'on a. D'accord. On a d'autres arrivées d'eau potable, mais on ne les a pas installées. Et c'est filtré par les filtres Voilà, derrière qui dont sont tu me là. parles. D'accord. Et tout ça, ça va directement après dans les... Donc ça passe d'abord, la moitié de la maison, ça passe par ici. D'accord. Il y a une sorte de premier filtre Ah, pour... on peut voir un peu? Ouais. Ah, génial. Alors, filmer. attends, je vais me permettre. Ouais. Bon, ça tient pas très bien, je sais pas Non, si tu y arrives. alors, attends. Ouais. Bouge pas, je passe dessus, j'espère que les gens pourront voir. Attends. Donc en fait, ça c'est un premier filtre Ok. pour que C'est bon, merci. si jamais il y a un petit objet qui tombe ou les cheveux, l'huile, les choses un peu qui Il pourraient reste là. boucher. Ouais, et donc là on a mis un bas pour que ça reste dans le bas pour que ce soit plus facile à nettoyer. Ouais. Et du coup, une fois que ça a passé là, ça va dans les plantes là-bas. Génial. Et puis ça revient dans les toilettes. Sauf cet évier-là qui va directement dans la phyto pour si jamais on doit nettoyer un pinceau de peinture, quelque chose, pour pas que ça aille dans les plantes, un médicament. Ah, Voilà. c'est super bien prévu. Et faut s'adapter quand même avec certaines hautes contraintes. Ouais. Alors là, j'espère que je vais avoir assez de lumière. Ah non, Et on a une génial. lampe, hein. Ouais. Excellent. Donc ici, on a expressément laissé pour montrer comment c'était avant. Génial. Bon, on voit pas beaucoup parce qu'il y a beaucoup de choses, mais donc on voit le mur de pneus ici. Alors attends. Ah, génial. Ah, attendez, désolé les gens pour le focus, c'est toujours plus complexe dans ce... Voilà. On voit les pneus et les canettes. Voilà. Donc les canettes, c'est juste un mur de cloison. Ok. Honnêtement, avec le recul sur un chantier en France, ça n'a pas raison d'être. Ok. Mais voilà, il faut se remettre dans le contexte d'Earthship aux États-Unis où le recyclage dans les années 70, c'était autre chose qu'aujourd'hui. Mhm. Et surtout, eux, ils font beaucoup de chantiers. En fait, ils ont un côté comme avec des clients comme nous, Earthship Biotecture, et puis ils ont un côté ONG où ils font des chantiers pour dans des endroits qui sont souvent à risque climatique, où en fait, si jamais il y a une grosse tempête et qu'il n'y a plus d'eau, plus d'électricité, il reste une maison au centre du village qui produit de l'eau, de l'électricité à tout moment. Et donc ça, ils font voilà, la moitié, ils font des chantiers. En gros, ils utilisent les clients comme nous pour pouvoir financer ces projets-là, quoi. C'est génial. Donc voilà. Et donc dans ces pays-là, ils prennent ce qu'ils trouvent. Donc ça a beaucoup, voilà, ils trouvent ça sur les plages, machin. Les déchets sont partout. Ok. En France, on trouve pas des canettes dans la rue. Enfin, pas beaucoup, quelques-unes, mais c'est pas. Enfin là, on en avait besoin de 5000, donc Combien? 5000. Ah oui, quand même. Finalement, on n'a pas fait autant parce que on a eu du mal à les trouver en fait. Je filme aussi ça, donc la vessie pour envoyer Ouais. l'eau. Et du coup, en fait, c'est vrai que aujourd'hui, il y a des matières beaucoup plus écologiques et pour faire une cloison, quoi. Ah, ça, c'est sûr. Voilà. Tout le ciment qu'on a utilisé, franchement, enfin moi, à refaire, je le referai pas. On va parler un peu technique. J'espère que tu... Ah là, je vois... Est-ce que tu connais un peu les degrés en microns de filtration que tu as? Alors, il y a un 1000 et un 500, c'est ça? Ça te parle, ça? Moi, alors c'est des trucs C'est en américains. microns. C'est en microns. Alors... Ah, ça doit être 5 ou 10, non? Ouais, alors attends, PSI, donc ça c'est une pompe. Ça, c'est... Je viens de les changer, donc je le sais, c'est Ouais. 1000 et 500. Mais après, 1500. Alors, alors là, c'est moi peut-être qui bloque. Ouais. Je t'enverrai les liens, si tu veux. Ouais, avec plaisir. Mais voilà, Mais donc vous êtes sur 3 ça, filtrations. C'est l'autre grosse erreur qu'on a faite, c'est que Earthship, ils sont venus avec leurs filtres. Donc aujourd'hui, quand il faut les changer, Ou alors, si je c'est peux te super rassurer, ça galère. coûte pas très cher. mais C'est pas le truc le mais plus... je suis obligée d'utiliser ceux-là. D'accord. Donc il Non, mais faudrait si que tu je veux change changer, tout. Ouais. c'est ça. Non, mais pour tout changer, ça te Ouais. coûterait peut-être moins cher que te faire... Ouais. Là, je envoyer m'en suis livré 3. Comme Ouais. ça, je suis tranquille pendant 10 ans. Justement, tu changes quoi là-dessus Parce sur que là, on change que ça, mais en fait, ils sont nettoyables. Donc on peut les garder 2-3 ans. Là, je les ai 24 changés mois en pour la moyenne. première Ouais, fois. c'est ça. Voilà. Ouais. Mais du coup, c'est vrai que... Bon, maintenant, j'en ai pris de réserve, donc je suis tranquille, mais c'est vrai qu'il faudrait peut-être les changer. Enfin, bref.
Ok. Et Donc on en a un premier ici. Ah, attends, je l'avais pas Alors vu. ça, c'est- Là, je sais pas si les gens verront. Ouais, ça a Si, il y en été, a un petit. ça a été assez mal monté en fait, Ah ouais. et du coup ça vibre beaucoup. Donc on C'est a vous fait un qui- petit caisson Ok. pour le bruit, et comme il y a eu un souci il n'y a pas longtemps, je l'ai pas refermé. Enfin bref, Ça Donc, c'est pas très remonte. joli. C'est la fameuse pompe. Donc ça c'est la pompe Ouais. qui se met en route quand la vessie est vide. Ok. Après on a le premier, le deuxième, et là c'est pour l'eau potable. L'eau potable, donc ça doit être filtre à charbon. Je peux. Attends, Non, je vais regarder. C'est un filtre à céramique. Céramique. Ah, me dis pas que c'est du British Berkefin ici. Non, c'est Je vais regarder. C'est le Est-ce que- Dalton. Ah, si, c'est Doulton, c'est ça. Ah c'est le. Ok. Ah ben c'est. Si, c'est. Alors, est-ce que tu sais qui c'est Doulton? Non. Doulton, il crée des statuettes en céramique pour la reine d'Angleterre. Ok. Et ils ont eu un problème de choléra dans la Tamise, donc tout le monde était malade. Et elle a dit, moi, celui qui arrivera à me filtrer le choléra pour que je sois pas malade, eh ben, ce sera cool. Et en fait, c'est la personne qui usait les statuettes en céramique, Ouais. John Doulton. Je crois que John, c'est le père ou le fils, et il y a Henri Doulton, et le fils a dit, regarde papa, quand il y a de l'eau qui est sale, elle est colorée, quand elle passe au travers de la céramique, elle ressort, elle n'est pas colorée. Mhm. Et là, ils ont tilté, ils se sont dit, ça va être comme ça Ok. qu'on va pouvoir C'est filtrer. incroyable. Et donc voilà un peu l'histoire. Ouais. Bon, maintenant, ils ont fait des progrès entre... Là-dedans, il y a céramique et filtre à charbon aussi. Ah bon? Ouais. Tu verras si un jour tu Moi, je les ai vas avoir à les changés il y a pas changer. longtemps. Ouais. T'as comme une ampoule donc, en céramique. Tape-le un jour parce qu'après, de toute façon, c'est inerte. Ah, hein. je le casse, tu veux dire? Casse-le et tu verras dedans, il y a une cartouche Ah, je savais pas. en filtre à charbon aussi. Ok. je savais Sauf si tu as ceux, mais là, à mon avis. Moi, c'est les 6 là, tu vois, c'est des, Ouais, des bah, je sortes de regarde. bougies. Et ben ça, je vais me renseigner parce que ça je maîtrise un peu, mais bon, Ouais. faut que je regarde là sur le vif, je pourrais pas te dire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'après ça, tu potabilises sans problème. Et dedans, tu en as 4? 6. 6 dedans? Ah ouais, donc ça te permet de pouvoir filtrer. Tu changes tous les combien? Tu l'as déjà J'ai changé? changé la première fois cet été, Ah ouais, parce qu'il y en a 3 ans. beaucoup. Mais normalement, c'est tous les Ah. ans. Par C'est- contre, je les nettoie régulièrement. Oui, parce que sinon, de toute façon, ça coule moins vite. Oui, c'est ça. Ouais, tu le vois. Génial. Bah écoute, super. Magique. C'est quoi ça? C'est un concombre? Ouais, là, t'en as un très gros derrière. si tu Fais veux. voir. Oh là, j'avais pas vu la bête. Ah bah ça y est, tu l'as. Non, ça y est. Ici encore. Accroché. Donc Ouais, ça, c'est les génial. poivrons, donc ça, c'est un avocat qui n'arrête pas de pousser. Je le coupe. Bah, je pense pas qu'on aura des fruits. Ça a besoin de plus de place. Il en faut 2. Il en faut 2, Ouais. il faut un mâle et une Non, femelle, mais je crois. C'était plus pour avoir une belle plante. Et en fait, C'est important le fait de couvrir comme ça de la lumière, ça permet d'avoir moins de chauffe. Oui. Ok. c'est vrai que là, j'ai tendance à laisser un peu en été. Et en hiver, je vais tailler plus. Tu rafraîchis un peu, Ouais. ouais. Là, je laisse. Donc ça, c'est des plants de tomates qui sont là depuis plus d'un an. Ouais. Il y a aussi pas mal de plants, par exemple ce plant de poivron, c'était un plant que j'avais fait pousser dehors, on a eu quelques poivrons et avant l'hiver je le ramène à l'intérieur et il repart le printemps d'après direct C'est énorme. et il redonne plein de poivrons. C'est excellent. Après on a plein d'herbes évidemment, on essaye, et donc Earthship ils nous disent vraiment d'essayer d'alterner entre nourriture, arbres, arbustes, ce qui est difficile parce qu'on a envie de mettre que de la nourriture, mais voilà, donc on essaye. Pourquoi ils vous disent ça? Ça a une. Ben, par rapport à la façon dont ça nettoie l'eau. Ah oui, bah oui, j'y ai pas. Oui. Ok. Donc voilà, ça c'est un plant par exemple de piment qui est là depuis 3 ans. Et il est magnifique et bon là il a plus de place. Et l'année passée il était vraiment abîmé par les pucerons et tout. J'avais tout coupé. Je me suis dit je vais laisser une petite branche et hop ça devient un arbre. Mais là, c'est les conditions optimum. Ouais, et parfois ça dépend pourquoi. Donc il y a des choses qui réagissent moins bien que d'autres. Par exemple le bananier il adore. On en avait un premier qui avait monté au plafond en 6 mois. Donc là, on l'a enlevé et on en a mis un nain. D'accord. Et du coup, lui, il est super bien, quoi. Et ça, Les aloe vera, elles fleurissent. Enfin, voilà, c'est... plante utilitaire très importante, Ouais. l'aloe vera. Vous êtes hors gel dans cette serre? Oui, complètement. Totalement. Je dirais le pire qu'on puisse avoir, c'est 12, 11. Même en pleine. Oui, parce que ça restitue la chaleur et restitue après par les Mais murs. pas trop, parce qu'il y a les portes qui coupent quand même. D'accord. Mais c'est quand même une serre. Donc même s'il fait très, très mauvais pendant une semaine... Ça emmagasine quand même un peu ouais, de. quand même. C'est dingue. Et puis il y a les fameux sas aussi. Ouais. Voilà, qui Attends, aident. j'ai jamais vu un choucal aussi haut. Parce que là, Ah oui. carrément, il se retourne. Ah oui, Il fait une boucle. Oui. Et là, vous récupérez, c'est génial. Vous passez votre vie, je présume, ici en hiver. Ça, c'est Ouais, du- par contre, en été, très peu, vu qu'il fait quand même Eh assez ouais. chaud. Mais vous êtes dehors. Mais puis on a le potager dehors, donc on délaisse un peu l'intérieur, c'est vrai. C'est là Mais la en vue que tu hiver, voulais montrer? Excuse-moi, tu disais tout à l'heure, il faut voir la vue. Ah oui, non, quand on est aux toilettes. pardon. Ok. Excuse-moi. Non. Et En du hiver coup, oui, en hiver, c'est vrai que quand on a une journée ensoleillée, ça c'est vrai qu'en Dordogne, on a de la chance et
Il pleut beaucoup, mais on a quand même beaucoup de soleil. Il fait pas très chaud, mais on a beaucoup de soleil en hiver. Enfin, je viens de Belgique, donc je compare à la Belgique. J'ai jamais eu autant de Belges depuis un mois. Écoute, sur la chaîne, mais c'est génial. Et justement, en Belgique, parce que tu as encore de la famille là-bas, oui, bien sûr. il y en a des Earthships en Belgique? Non, c'est assez compliqué légalement en Belgique. Il y a eu des projets qui ont commencé, Ouais. qui ont dû être avortés. Je savais qu'il y en avait un, ils en étaient à commencer le mur de pneus. Je ne sais pas comment ça a avancé. Ouais. Mais je sais que légalement, c'est compliqué parce que c'est un pays qui est très dense. Donc, il n'y a pas beaucoup de terrain et donc ils sont assez exigeants. Voilà, Sur le permis. limite, il faut les architectes des bâtiments de Belgique, quoi. Ouais, je pense que c'est assez compliqué à ce niveau-là. Je sais qu'il y a eu pas mal de projets qui ont dû avorter. Ah, c'est triste. Donc, nos amis belges, ils veulent faire des projets qui s'orientent plutôt vers... Après, on peut faire des Earthships sans utiliser les pneus. Il y a d'autres méthodes, on peut c'est ça faire qui d'autres gêne. types de... Et souvent, c'est les pneus qui gênent. Mais faut, voilà. parce que là, tu vois, tu n'as pas recouvert là-bas, c'est pour montrer, mais les pneus, une fois qu'ils sont scellés dans le béton, c'est inerte, Ouais. ça pourrit plus, ça Puis ça tant pollue qu'il n'y a pas. pas de chaleur en fait dessus, Dessus. ça dégage pas. Ouais. Ok, c'est bien de le préciser. Donc en Belgique, compliqué. Apparemment, ouais. J'ai pas... Ok, bon, bah, si on a des abonnés qui sont Oui, en Belgique pour et nous qui savent d'où... renseigner, ouais. Ou Ouais. qui ont des nouvelles de ce projet, Oui. parce que j'en ai pas moi. Ouais, Ouais. avec plaisir, n'hésitez pas à dire en commentaire, ça c'est intéressant. Ouais. C'est vrai que je parle souvent de la France, mais on a beaucoup de pays francophones et même on a le Québec aussi qui nous regarde. On a l'Afrique du Nord, beaucoup aussi, l'Afrique. Et c'est vrai qu'à chaque fois je parle pour la France, mais c'est bien de préciser. Un jour, j'essaierai de faire un tour un petit peu de tous les pays francophones. Et avec leurs règles, parce que c'est vrai, désolé, c'est vrai que je pointe souvent la France, mais il y a beaucoup d'autres règles. Et tu me dis en Belgique, complexe. Même en Europe, hein, je sais qu'en Italie, c'est assez compliqué aussi. Ils veulent pas entendre D'accord. parler des pneus, voilà. Ouais, c'est triste. Et c'est pour ça que Earthship Biotecture a fait pas mal de projets en Amérique du Sud, parce que là-bas, c'est... C'est freestyle, Ouais. limite. Et je voulais parler d'un film, un documentaire qui s'appelle Garbage Warrior, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, si les gens veulent voir un petit peu tout l'esprit de tout ça, ça s'appelle Garbage Warrior. Ouais. Et c'est, on va dire, un peu le film, le documentaire officiel de Earthship Biotecture. J'arrive à le dire. Je le précise parce que ça, c'est une belle ressource aussi pour les gens qui voudraient en savoir plus. Ouais. Après, il y a le site internet d'Earthship Biotecture où il y a pas mal d'infos aussi. Et après, en bouquin, il n'y a pas grand-chose qui existe. Il y en a quelques-uns, mais il n'y a pas grand-chose. Et nous, on est en train on a le projet d'écrire un livre sur notre expérience. Après, c'est pas trop sur le côté technique parce que nous, c'est pas notre fort. C'est plus sur l'idée pour inspirer. D'expliquer comment des gens normaux ont fait leur transition. Là, on peut peut-être juste montrer le chauffe-eau solaire. Oui. Chauffe-eau solaire, ok. Voilà. Donc, Donc on a le ballon, et ici, bon, je ne sais pas trop expliquer. Toujours, mais c'est une vessie là-haut qui renvoie. C'est du glycol qui est à l'intérieur et qui chauffe et qui tourne. C'est du gel avec de l'eau? Non, c'est de l'eau avec du sucre en fait. Ok. Et qui fait justement que ça ne gèle pas. Ok. Et du coup, ça va tourner quand il y a du soleil, et puis ça va rentrer ici à l'intérieur et chauffer l'eau. D'accord. Et c'est le fameux panneau qu'on a vu juste au milieu, d'accord, ok. Je le remontrerai pour... Et donc on a un chauffe-eau gaz qu'on utilise pour l'hiver quand on n'a pas assez. Ok. Et voilà, j'ai oublié de préciser ça, donc on utilise une bonbonne de gaz par an pour l'eau chaude. Ok, d'accord. Les classiques là, les normales. Oui, les 13 litres, et je on crois. en utilise 2 pour cuisiner. Donc c'est nos frais énergétiques, c'est 3 bonbonnes de gaz par an. Donc une centaine d'euros par an. Voilà. À peu près, oui. Donc ici, on a, entre les chambres et les salles de bain, on a aussi fait des murs de bouteilles. D'accord. Qui ont un intérêt plutôt esthétique. D'accord. Et de laisser passer la lumière. Après, honnêtement, on en a fait beaucoup trop. Donc ça a été un peu trop de travail et du coup, ça a été un peu bâclé sur la fin, c'est pas très droit. Mais bon, c'est quand même très joli. Mais vous l'avez fait, donc il y a cette fierté. Ouais, et tous les soirs, c'est en face du lit, donc on s'en souvient. Ouais. On en a cassé une, ça fait une petite cachette. Après, on en a fait ressortir un très grand. Là, ouais, je l'ai eu. Ici, pour faire un porte-serviette. Voilà. Ok, ah oui, je me demandais si c'était un bug ou un porte-serviette. Ok. C'est un porte-serviette. Donc je filme. Attends, c'est excellent. Je vais me reculer un petit peu. C'est génial, il y a des petites marches, c'est comme une douche à l'italienne. Alors attends, je vais me mettre devant. Ouais. Donc là, nous, on a fait le choix de ne pas avoir de baignoire, mais à Taos, souvent, ils ont des baignoires. Ok. Très originales, souvent. Ouais. Donc on a eu un petit souci avec l'enduit qui a cassé parce que c'est une trop grande surface. On a voulu faire du... Attends, voilà. Ah, comment ça s'appelle? Du chaud-champ marocain, non. Ah, du pisé Non, c'est quand Sarté, le tas de lac. Ok.
Et du coup, il a craqué, donc il faut qu'on le recasse, qu'on le refasse. Bon, il n'y a pas de problème parce qu'il n'y a pas de problème d'humidité. Donc c'est juste un problème de... Ah oui, ça a craqué là, on le voit un petit peu. Eh oui. Et tout ça, c'est des récup de bois du chantier qui nous restaient. Donc on a voulu faire un mur en bois. Alors attends, parce qu'avec le changement de couleur... C'est bon, je focalise, voilà. C'est bien. Et aussi, on a fait le choix, comme à l'Earthship, rien n'est droit. Ouais. On a fait le choix d'essayer d'avoir un minimum de meubles, parce que dès que tu mets des meubles sur quelque chose qui n'est pas droit, tu perds énormément d'espace. Donc on a essayé d'intégrer beaucoup les étagères, les choses, pour qu'il y ait le moins de meubles possible. D'accord. Et aussi pour le fait que quand on a des meubles, on les remplit. Et donc comme on a une idée d'avoir le moins de choses possible, ça nous aide aussi de voir les choses, parce que du coup, on n'a pas envie d'amasser. Ok, bah écoute, c'est super, je vais montrer, j'ai pas montré au-dessus, on voit bien les poutres. Et ici, on peut voir, c'est comme dans la cuisine, je t'avais montré avant, il y a le petit filtre pour cette partie-là de la maison, où il y a des plantes aussi qui poussent. Excellent. Et donc, pareil, ici, pour qu'il y ait le premier filtre... Génial. Ah oui, comme une chaussette, et tu récupères et tu jettes après, c'est génial. Voilà, et donc, quand on est aux toilettes, on a vue sur la forêt. Alors, Ou pas, s'il y a des gens, on peut fermer avec les rideaux. Oui, c'est bien ça. Oui, je me disais, on ne sait jamais s'il y a des invités. Ouais, tu peux avoir ton intimité et dehors, vue sur la forêt. Que demande le peuple? Non, c'est magnifique. Et là, quand vous dormez, vous êtes directement avec cette vue-là. C'est fantastique. Il y a la poule qui vient nous dire bonjour. Oui, j'ai vu. Donc l'eau est récoltée, elle tombe dans les gouttières et dans les gouttières ça va dans le filtre de cailloux qui prend les grosses crasses et puis ça coule là-bas. Donc des filtres, ça coule là, ça va ici. Dans les citernes. Voilà. Et là ça tombe dans les citernes. Ouais. Et du coup on était censé avoir 4 citernes, nous on a négocié pour en avoir que 3 un peu plus grosses, parce qu'on ne pensait pas que c'était nécessaire. Et du coup, en fait, il y en a 2 qui sont reliées ensemble et une qui est toute seule. Comme ça, si jamais, c'est ce qui nous est arrivé, il y a un problème, on a quand même encore une citerne. Toujours de la sécurité. Voilà. Génial. Et donc, on a 2 entrées d'eau qui se rejoignent à l'endroit des filtres. Okay. Et donc ça, c'est les sorties des puits canadiens. La terre, c'est vachement tassée, donc dans l'idéal, il faudrait qu'on remette une couche de terre. D'accord. Et oui, tu m'as dit quand il y a eu beaucoup d'eau. Ouais, et puis voilà, on a quand même dû décaisser beaucoup. C'était très compliqué. D'accord. Donc là, ici, on a les évacuations. Alors, toujours marcher, tu m'as dit, là-dessus. Là, là c'est les évacuations de cuisine, salle de bain, classique. Là, on a les 2 trappes, donc c'est juste des poids de fitness, quoi. Ah, c'est tout bête. Ouais. Ah, et ça roule. Ben, c'est ça qui fait contrepoids. Eh oui, mais contrepoids, je n'imaginais pas comme ça. C'est vraiment génial. Regardez, ça, j'adore. Et là, ça roule comme ça quand ça se... Bah, quand on tire, ça se relève, quoi. Excellent. Bah, ça a été fait sur mesure, par exemple. Eh oui, il y a des trucs, tu n'as pas le choix. Bon, donc là, on est au-dessus de la maison. Le local technique, on est en OPZ. On est entre 15 et 20 kilos. Bon, on fera le calcul. On est vraiment surdimensionné. Après, ah là, oui, oui, totalement. Et nous, on est l'ondulaire, les blocs à 70%. Donc si jamais mais ça nous est jamais arrivé, évidemment. Pour pouvoir les garder le plus longtemps possible. Bah, nous, on va au-delà de là. On a vraiment une règle. S'il n'y a pas de soleil, on n'utilise rien d'autre que les lumières et le frigo. Voilà. Ok. C'est marrant, c'est que maintenant, on fait des ondulaires. Attends, je vais passer au-dessus. C'est très drôle. Donc ça, c'est ton... Il y a l'onduleur et 2 MPPT, c'est les contrôleurs de charge. Ouais. C'est marrant, ça maintenant tout est intégré en un. Ah oui. Donc ouais, c'est marrant. Ça, on sent qu'ils ont l'habitude de faire. À l'ancienne. Ouais, alors non, mais après ça reste quelque chose de très bon. Et c'est récent, tu vois ça. Ouais. Mais maintenant, on se prend moins la tête. Tu mets un onduleur, il y a le MPPT directement à l'intérieur, en régulateur de charge, et donc les batteries. Et du coup, c'est isolé pour pas qu'elles aient trop chaud. Ah, bien, j'avais pas vu. Génial, directement là-haut, en plus c'est accessible facilement. Ouais, ça, il y a eu gros débat avec Earthship sur le fait de les mettre sur le toit. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est dangereux, ça les abîme. Ah, parce qu'il faudrait les mettre dans un local. Earthship, ils ne veulent pas entendre, ils nous ont dit si vous mettez les batteries à l'intérieur, on se désengage de tout. Parce que la pression. Ouais, ils ont dit nous, voilà, pour les ils font ça depuis les années 70, on peut les croire. C'est chacun sa vision, moi je me prononce pas, j'y connais rien, mais c'est juste, voilà, pour eux, il y a trop de danger de mettre ça dans une maison. Pauline Benjamin, on a fait le tour de la maison. Est-ce que vous pourriez présenter, vous faites quoi dans la vie? Vas-y. Je commence. Du coup, moi j'ai passé beaucoup de temps sur la maison, donc pendant
2 ans, j'ai tout mis en pause pour ça. Et après, je me suis lancée dans la création d'un groupe local de Zero Waste France en Dordogne, donc une asso qui s'appelle Zéro Déchet Dordogne, donc j'ai passé beaucoup de temps à ça. Et là, je me lance dans l'accompagnement aux entreprises, organisations pour le zéro déchet et les changements comportementaux en collectivité pour essayer de réduire et repenser la façon dont on consomme. Et moi, j'ai été journaliste pendant 20 ans, dont 12 ans à l'étranger comme correspondant. Et depuis 3 ans, je dirige une agence de communication, une petite agence de communication que j'ai cofondée avec mes meilleurs amis et qui est basée à Paris. Voilà, et qui est très engagée pour évidemment la transition écologique. Donc, on est spécialiste des questions RSE et voilà. RSE, est-ce que tu peux le... Responsabilité sociétale des entreprises, même si nos clients ne sont pas que les entreprises, mais sont aussi des institutions, des ONG ou des assos. Voilà. D'accord. Donc ce qui est bien, c'est que vous avez quand même une maison témoin par rapport à ce que vous faites. Ça ressemble Exactement. Bien sûr, ouais. On ne pensait pas que ça, entre guillemets, ça nous... En fait, c'est devenu vraiment notre identité, cette maison. Et à juste titre, hein, donc c'est quelque chose dont on est fier, dont on aime parler et qui est tellement ancré dans notre vie que ça aussi ancré dans notre travail. Eh oui. Puis je pense que quand on veut parler de quelque chose, vaut mieux se mettre à 2000% dedans pour savoir... Oui, puis je pense qu'on nous prend plus au sérieux pour ça aussi parce qu'on l'a fait. Alors dites-moi, quand vous êtes lancé là-dedans, est-ce que vous avez imaginé que ce serait comme ça ou est-ce que vraiment il y a eu des galères? Et si oui, quelles sont les galères et quelles sont les choses fantastiques que vous avez trouvées dans ce mode de vie? Tu parles de la maison une fois terminée? Entre autres. Okay. Et aussi de le mode de vie que ça implique après. Ok. Pauline va commencer parce qu'elle a été plus impliquée que moi dans les travaux, donc je pense qu'on va aussi commencer un peu par la fin des travaux. Moi, j'ai eu beaucoup de frustration par rapport au chantier lui-même. C'était pas du tout ce que j'imaginais. On avait une vision complètement idyllique du truc. Earthship va venir, on aura une maison en 4 semaines parce que nous, l'idée d'un chantier, c'était pas du tout une aventure de vie qu'on avait envie de mener, quoi. Nous, on voulait la maison. Si on avait pu l'acheter toute faite, ça aurait été ok, quoi. On n'avait pas aujourd'hui, je ne redirais pas ça, mais à ce moment-là, c'était ce qu'on ressentait. Donc, on n'avait aucun plaisir de construire notre maison, en fait. C'est difficile à faire comprendre, mais voilà, c'était un fait. Et du coup, en fait, le chantier, ça a été très lourd parce que c'était bien plus de travail que ce qu'on imaginait. Et voilà, il y a toutes les frustrations logistiques. Et après, il y a eu tout l'après. On pensait aussi qu'elle allait être beaucoup plus rapide parce qu'on n'y connaissait rien et tout ça. Oui, parce que quand ils sont partis, il y avait tout à refaire dedans. On voyait les pneus, il y avait tous les enduits, il n'y avait pas de cuisine, enfin voilà. Bref. Donc ça, c'est le côté, si c'était à refaire, vous auriez aimé maintenant l'avoir tout fait ou quand même ça vous a apporté? Non, mais on l'aurait fait autrement et surtout, on n'aurait pas habité dedans tout de suite parce qu'on a fait cette erreur-là aussi. Donc on a peut-être pris quelque chose pendant 3-4 mois pour justement couper entre la maison et s'alléger un peu la pression. C'est bien de préciser ça. Voilà. Ouais. Le premier enseignement, c'est qu'en fait, il faut la construire. Parce que Pauline disait, c'est vrai qu'à l'époque, si on avait pu l'acheter toute faite, et ce qui était sûrement l'état d'esprit à l'époque, mais moi je trouve qu'avec le premier recul qu'il y a, même quand ça se termine, c'est qu'il faut la construire, même si c'est compliqué, même si un chantier c'est une purge. Enfin, nous, on n'a pas eu de plaisir entre les enjeux financiers, entre le fait que Earthship soit là 24 jours ouvrés, ça veut dire que chaque jour compte, chaque minute compte, ça veut dire qu'il y a des enjeux voilà, dans la gestion des fournisseurs, enfin bon, bref. Donc, mine de rien, avec du recul, oui, il faut participer au chantier, il faut faire sa maison parce qu'il faut la comprendre aussi. Et ça, on en viendra après, c'est justement une fois qu'on y habite, comment est-ce qu'on l'entretient, comment est-ce qu'on la comprend. Parce que Pauline nous a sûrement dit que voilà, c'est un peu le 4e membre de la famille. Donc, comme tout membre de la famille, il faut l'écouter, il faut apprendre à le connaître. Et donc, pour ça, il faut participer un peu activement à sa vie et pas le regarder en tant que spectateur. Donc ça, c'était quand même un premier enseignement assez important. Voilà, j'ai précisé. Bien. Et justement, donc, une fois que c'est terminé, quand on vit là-dedans, est-ce qu'il y a des choses que vous vivez que vous n'imaginiez pas? Et est-ce qu'il y a des choses qui sont plutôt contraignantes et que vous n'imaginiez pas aussi? Je vais juste rebondir sur ce que j'ai dit parce que c'est très important. On a souvent l'impression... les freins qui empêchent encore pas mal de gens de passer à l'action. Et nous, on le voit parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent visiter la maison et on donne beaucoup de notre temps pour organiser des visites trimestrielles. Et donc, du coup, on prend le temps aussi de répondre aux questions. C'est ce problème un peu d'identification et qu'il y a tout le temps un petit blocage qui fait qu'on a du mal à s'identifier, à se dire « Ok, ils l'ont fait, mais moi aussi, je peux le faire ». Et c'est pour ça que nous, on essaie vraiment de communiquer. On s'est donné un peu cette mission de vraiment communiquer sur la maison. C'est pas pour nous mettre en avant ou par
ou par zèle égotique, quoi. Mais c'est parce qu'en fait, on est vraiment... je pense qu'on donne un peu l'exemple qu'on peut ne pas aimer la construction, on peut ne jamais avoir eu le rêve de construire sa propre maison, on peut partir de très loin dans l'expertise de l'habitat, ne serait-ce que passif, ou même de l'habitat tout court, et être capable quand même de construire un Earthship, et que du coup, si on est capable de le faire, en fait, sans non plus être foncièrement être allé à Taos, avoir fait une académie, avoir déjà participé, enfin, arriver complètement néophyte dans l'écosystème de l'éco-construction et être capable de le faire, c'est aussi un message qu'on veut envoyer, parce que finalement, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de temps, mais c'est faisable. Et il n'y a rien d'insurmontable et on n'est pas obligé d'être très marginal pour le faire aujourd'hui. Voilà. Bah oui, je vois ça, surtout par rapport... Par contre, marginal, on le devient une fois qu'on y habite, et c'est là où on fait la transition. Voilà. Ouais, non, c'est top. C'est top parce que dans ce que vous vivez, moi, c'est ce que je vis aussi depuis 3 ans, et c'était aussi en 2017, donc c'est pour ça que c'est inspirant. Puis le monde est tellement petit qu'on a des connaissances en commun, on en avait parlé. C'est une petite famille. Hein. Ah oui. Les contraintes, pour moi, ça ne l'est même pas, c'est qu'en fait, on a du mal à partir. C'est que dès qu'on revient dans une maison normale, moi j'ai l'impression qu'une maison normale est extrêmement bruyante. Je trouve que toutes les installations d'une maison classique sont bruyantes parce qu'ici, je trouve que... Bon, c'est aussi parce qu'on habite dans un endroit calme, mais il y a un côté hyper apaisant dans cette maison. Les pompes, c'est assez léger, voilà. Et puis c'est juste une habitude. Et donc quand je viens dans une maison, j'entends toujours le frigo, le machin, les tuyaux, les trucs, les bruits des voisins, et tout me paraît un peu oppressant et bruyant. Il y a le côté aussi qu'on aime tellement cette maison que dès qu'on n'est pas dedans... elle vous manque. Elle nous manque. Et puis vous pouvez pas l'appeler. Ouais. Sauf s'il y a des gens dedans qui y sont. Ça va bien. Vous lui passerez le bonjour. On le fait vraiment. Et puis après, il y a aussi le côté potager, donc on s'attache aussi à sa terre. Enfin voilà. On s'y attache, c'est ce qui nous nourrit aussi. Donc il y a il y a une contrainte maraîchère, quoi. Aussi. Ouais. Après, moi, dans le confort, j'ai vraiment aucune contrainte. Je le vis absolument pas comme une contrainte. Il y a des limites, mais pour moi, je n'utiliserai pas le terme contrainte. Je ne le ressens absolument pas comme ça. Parfait. On va parler un peu argent ? Non, mais c'est important ce qu'elle a dit parce que... Je vais rebondir, c'est important ce qu'elle a dit parce qu'en fait... Mais toi, tu n'es pas tout à fait d'accord avec ça. Toi, t'as encore... Non, mais moi, c'est sur du... Moi, c'est sur du micro-détail, c'est parce que moi, j'aime mon café avec ma mousse, donc oui, ça me fait chier de ne pas faire mon expresso tant qu'il n'y a pas de soleil, parce que moi, je me lève plutôt pour... il y a encore une petite fibre citadin. Pour travailler. Oh, c'est pas citadin, on peut aimer le café expresso et habiter au trou du cul de la Lozère, hein, on n'est pas obligé. Ce que je veux dire, c'est, tu sais, quand on vit en ville, on est tellement habitué à appuyer sur un bouton maintenant et à se faire livrer en 10-15 minutes que c'est vrai que se dire, va falloir que j'attende pour avoir mon café... Ou accepter de ne pas l'avoir parce qu'il ne fait pas beau pendant 3 jours, et pendant 3 jours, tu bois autre chose. Quoi. Ouais. Je trouve ça un peu caricatural, mais on peut en débattre a posteriori. Vous galérez vraiment l'hiver ou ça va quand même au final ? Non, l'hiver on galère pas du tout. Non. En fait, on peut avoir le pire qu'on ait, c'est une semaine sans soleil. Okay. Et ça arrive 1 ou 2 fois dans l'hiver. En plein milieu d'un brouillard. Et en fait, comme on n'utilise que la lumière et le frigo, et charger les portables, voilà. En fait, on ne peut pas faire de la vaisselle, on s'en fout, pas utiliser attendre une semaine pour faire une machine à laver, moi c'est pas une contrainte, c'est juste un fait, voilà, il faut attendre une semaine, point. Il y a toujours le petit filet d'eau, au pire, c'est vraiment, tu peux remplir une bassine si vraiment tu oui, mais la pompe, ça n'utilise rien, donc... Aussi, c'est vrai. On est surdimensionné en eau, vu nos usages et comportements d'appareils électriques, on est un peu surdimensionné en photovoltaïque, donc... Mais ce que disait Pauline par rapport à la différence sémantique entre contrainte et limite, c'est que justement, alors là, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure au café, en fait, contrainte, c'est un mot chargé de négativité. Quelque chose qui est une contrainte, a priori, c'est pénible. Et en fait, on est tellement habitué à tout avoir quand on veut tout le temps, et en plus, on vit dans une ère du digital qui n'a de cesse de nous donner des outils pour conforter le consommateur dans sa faculté à tout avoir très rapidement, parce qu'on a des vies pressées. Voilà, c'est comme ça, c'est une réalité qu'on... On est pressé de mourir, parfois. On est pressé. Après, c'est la grosse remise en question où finalement tu te dis, mais je suis pressé de quoi ? Voilà. Et bon, il y a des gens qui ne se posent pas cette question et qui sont pressés toute leur vie, et a priori, ça leur va. La question, elle n'est pas là. La question, c'est que finalement, dans la manière dont on présente les choses, au lieu de dire que finalement, on accepte les limites, qui sont le b.a.-ba et le bon sens, normalement, de la vie de nous, êtres humains, dans notre écosystème du vivant, dans la biodiversité qui nous entoure. On le voit, nous, parce qu'on est habitué, justement, à ne pas être confronté à ça,
comme une contrainte. Et en fait, il faudrait virer ce bon contrainte. En fait, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui vous vivez dans une meilleure considération des limites des ressources que vous avez à votre disposition. Alors c'est plus long, mais ça me paraît plus écologique. Moi je dirais contrainte. Non, c'est plus rapide pour économiser la pellicule, mais c'est vrai que c'est bien dit comme ça. Et je m'aperçois que quand on est connecté à la nature, c'est-à-dire vous sortez, vous avez quand même les végétaux devant, ceux qui vous nourrissent, vous avez une réelle notion du temps que ça prend de produire. Ah, complètement, ouais. Et puis voilà, on fait beaucoup de choses nous-mêmes. Pauline, on fait nos laits végétaux, en fait on est qu'au début en fait, parce que là on va avoir le séchoir solaire et puis en fait on tend vers ça, donc Étape par étape. Ouais, étape par étape, ouais. Mais Et du coup ça demande du temps, mais c'est une telle gratitude en fait, c'est un tel bien-être dans la relation qu'on noue avec ce qui nous permet de générer ça. Et ça en fait c'est pas tangible parce que cet extérieur il n'est pas tangible, c'est pas une personne humaine, donc il n'y a pas d'interaction. Mais mine de rien, elle est là, et même si c'est pas tangible, c'est présent, et ça génère une vraie gratitude, quoi. Ouais. Et pour l'anecdote aussi, depuis qu'on habite ici, ça fait 2 ou 3 fois qu'il y a des grosses tempêtes et qu'il n'y a pas d'électricité dans le village parfois, une fois ça arrive pendant 3 jours. Et pas chez vous. Et donc non. nous, on s'en rend même pas compte. Et ça, c'est vrai que c'est... Ah oui, on vous le dit quand vous allez au village. Ouais, où on charge les portables des copains, où on récupère leurs trucs de leur frigo. Et... Bah, c'est la fameuse maison, tu disais, dans un village qui est connectée pour Oui, pouvoir voilà, c'est ça. aider les autres. Ouais. Ouais, donc évidemment, tout le monde nous dit quand il y aura l'effondrement, vous êtes la cible, vous êtes le... Oh, elle a dit le mot effondrement quand on Ah, dit pardon, ça. Non, désolé. je rigole. Non, c'est vrai qu'on en parle souvent. Nous, on n'y pense pas souvent. Voilà, j'allais vous dire, c'est pas partie de ça. Pas du tout. C'est plus sur vos habitudes. Nous, c'est plus un... Enfin voilà, c'est comme le jour où on a découvert l'industrie de la viande et le machin, qu'en fait on s'est dit, il faut on peut plus soutenir ça. Ben, c'est un peu la même chose en fait. On peut plus continuer à soutenir un truc qui nous déplaît autant. Et là, on a découvert une solution qui nous permet de vivre dans le confort sans soutenir quelque chose qui nous déplaît en fait. Enfin, nous, Après, il y a c'était une plus différence cet engagement-là. Il y a une différence entre on ne parle pas d'effondrement tous les jours, nous ne sommes pas des collapsologues convaincus, nous ne croyons pas dans l'effondrement systémique. Bien sûr. Ça, on y croit, mais ce n'est pas la motivation première. On n'a pas fait ça par un esprit survivaliste, on a fait ça par volonté Cohérence. par cohérence avec nos valeurs, par volonté de ne pas être dépendant, comme disait Pauline, d'un système qui ne nous convient pas. Et ça, on l'avait déjà fait aux États-Unis, donc à un moment, il faut dire non à quelque chose, et quitte à ce que ça soit pénible, à l'époque, ça pouvait l'être pour des choses, en fait, ça ne l'est pas. Et surtout, c'est parce qu'aujourd'hui, on considère que cette situation-là nous met dans un confort, alors qu'une... À l'époque, Alors que- vous seriez vu. A priori, vous auriez dit. c'est beaucoup de contraintes, et en fait, ça n'est que du confort. Pouvoir venir prendre ses épinards sans qu'elle est capable de faire sa salade à tout moment, enfin, c'est tout. Enfin, je veux dire, le fait qu'on s'y sente bien dans cette maison, c'est difficile à expliquer parce qu'il faut y vivre, et c'est une expérience qui se vit. Mais en fait, c'est aussi parce que c'est aussi par nécessité de confort. Aujourd'hui, cette maison, elle nous apporte énormément de confort. Bah, la supérette, elle est à 1 mètre. C'est quand même, C'est pas quand même mal. pratique. Et gratuit. Et gratuite. Et gratuit. Enfin, Bah, elle demande du temps. Moi, je rebondis sur ce que vous avez dit. C'est vrai que j'en parle très peu sur la chaîne, mais je crois à l'effondrement. Mais l'énergie qu'utilisent certains pour dire on va tous mourir, c'est horrible, c'est affreux, je préfère la canaliser pour faire des vidéos, partager, présenter des projets de gens qui bougent plutôt que se plaindre et se dire c'est affreux. Complètement d'accord. Donc je vous rejoins à 2000%. Et on va terminer. Donc l'argent, Ouais. c'est le prix d'une maison conventionnelle à peu près. On ne fait Voilà. pas ça pour un gain d'économie. Enfin, on ne fait Non. pas d'économie Non. là-dessus. Après, C'est compliqué cette c'est question. très compliqué comme question Il y a plein parce de cas, que en fait. voilà, il y a beaucoup de choses qui alternent le prix, donc qui influencent le prix. Et puis aussi, nous, il ne faut pas oublier qu'on venait de Los Angeles où la petite maison moyenne, elle coûte 800 000 euros. Voilà, donc nous, on arrive, on nous dit un Earthship, ça coûte 200 000 euros, on se dit, ou 300 ou 400. On se disait En même. l'occurrence, c'est pas 400. Mais Oui, Voilà. ça dépend de la taille et tout. Voilà. de là où on arrivait, de toute façon, ça ne pouvait nous paraître que pour pas nous, cher. ça nous Voilà, paraissait c'est pas fou. très cher. Alors aujourd'hui, on ne pense pas du tout la même chose et surtout, on est dans un environnement où une maison à 200 000 euros, c'est énorme en Dordogne. C'est souvent une grosse maison avec piscine, villa et tout. Une maison lambda, ici, ça coûte pas cher, les petits pavillons. Voilà. Donc nous, elle nous a coûté... Alors là, c'est vraiment tout, finition, électroménager, tout. Enfin, Photovoltaïque, les tout. cuves, tout. C'est 250 000, D'accord. Ce qui me paraît pas. Rappelez-moi le mètre. 150 mètres carrés. Ok. Et après, il y a eu le terrain que nous, on a payé 48 000. En fait, on a fait les calculs parce qu'on est sur un groupe. Terrain, excuse-moi, de combien? Tu peux le redire? 6500 mètres carrés. Ok.
On est sur un groupe WhatsApp de propriétaires Earthship en France, qu'ils soient c'est officiels. élitiste ça. Alors là, Ah oui, c'est un groupe fermé de 15 personnes. vous pourrez leur dire que je souhaite tous les rencontrer juste en aparté. Ok. C'est bon. Et du coup, on en discutait par rapport au prix et on calculait avec un ami qui maintenant accompagne justement l'autoconstruction Earthship, qui est Mathieu. Dont tu me parlais, qui vous avez assisté sur... Non, c'est encore. quelqu'un Ok. qui a participé à notre Ça, c'est académie, un- mais ok. qui Voilà. habite pas loin. Mais Qui habite pas loin et qui est devenu un peu une des références en France. Voilà. Si vous voulez faire un Earthship en autoconstruction complète, c'est-à-dire vous ne payez pas Earthship Biotecture, il va vous aider, vous accompagner notamment en tout ce qui est en maîtrise d'ouvrage. Et donc on faisait le coup, nous elle nous a coûté cette maison 1 600 € du mètre carré. Ce qui aujourd'hui, si vous passez par un cabinet d'architecte avec un archi et que vous voulez une maison avec les mêmes vertus énergétiques et être complètement indépendant et autonome, c'est grosso modo le même prix. Donc en fait on a payé un prix marché pour la maison qu'on a. Voilà. Oui, mais unique. Mais comme j'expliquais, il y a eu toutes ces erreurs de Oui. matériaux, il y a toutes ces erreurs, le fait que ça ait dû être aussi rapide. Donc voilà, les gens dont on parle, ils auraient su le faire à moitié coût, en beaucoup moins de temps. Bien sûr. Et aussi parce qu'il y a l'expérience de chaque Earthship voilà, et qui fait aussi que maintenant, quand on va chez des fournisseurs, on peut dire, ou quand on veut aider au permis, on peut dire, bah là, ils l'ont eu, ça marche, ça fait 3 ans, tout va bien. Enfin, il y a aussi Nous, on s'est payé le temps, en fait. On s'est payé le Nous, luxe on a- de faire ça le luxe rapidement de parce faire qu'on ne ça voulait pas y vite, passer et pas du temps. nous-mêmes. Voilà. Mais on arrive à des prix bien moindres si on le fait soi-même, si on prend le temps. Ah Enfin, bah, voilà. On peut diviser par deux. Aujourd'hui, on peut faire Voilà. on peut faire un global en autoconstruction. On peut aujourd'hui faire un global model tel que le nôtre. Alors, il y aura sûrement des différences dans l'usage et ça et là de matériaux, mais on peut le faire pour 140 000 €. Après, tout dépend aussi du terrain, parce que le terrain, nous, on est dans une région où les terrains coûtent pas cher. Donc là, on parle de la construction pure. Après, il y a aussi évidemment le terrain. Et puis voilà, nous, on a choisi l'option Earthship Biotecture. L'option inspirée, elle est forcément moins coûteuse. Et puis, il faut aussi sortir de faire venir Earthship pour construire une maison. Il faut que... Justement, c'est ça qu'on voulait à travers l'académie, c'est que des gens prennent le relais en France et que ça se développe en sortant d'Earthship Biotecture, parce qu'il faut arrêter de dépendre de 20 personnes qui prennent l'avion, quoi. Ça n'a pas de sens. Pour peu, là, il n'y a pas trop de bon sens, quoi, de faire venir 15 personnes Ouais, c'est ça. du Nouveau-Mexique. Si, puisque maintenant que c'est fait ici, les gens n'ont plus besoin d'aller tous au Voilà. Nouveau-Mexique pour se former. Ils peuvent... Non, pour se former, il faut. Alors, s'ils veulent se former. Non, pour s'inspirer plutôt. Voilà, ouais, parce Pardon, qu'il faut quand même qu'ils fassent une académie, et jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas eu de deuxième académie. Non, mais il y a depuis des que gens nous, on a fait qui l'académie. construisent des Earthship qui n'ont jamais fait d'académie. Bien sûr, non, mais Ils s'en on n'est pas sortent très obligé de faire l'académie, hein, on peut faire appel à des gens qui justement l'ont fait, et puis. Non, ce qui est le plus important aussi par rapport à ça, c'est de dire que c'est faisable en France. bien. Ouais, bien sûr. Ouais. Et de ne pas avoir de tabou sur l'argent, parce que on se rend compte encore qu'il y a encore beaucoup de tabous. Parce que en France, en général, on n'aime pas mettre des chiffres. Ouais. Ouais, nous, on vient aux États-Unis, donc mettre des chiffres, franchement, on s'en moque. C'est pas... Mais il y a encore un peu de tabou parce que c'est une Earthship, parce que c'est une maison autonome, elle n'aurait limite pas le droit d'être trop chère, elle n'aurait limite pas le droit d'être trop bourgeoise, on va dire, dans son appareil, elle n'aurait pas le droit d'être trop un peu maison témoin, un peu maison témoin de maison et travaux. T'as remarqué, j'ai dit la question qui fâche ou qui pique, je sais plus. Ouais. Vous pourrez Non, faire mais c'est un vrai essai. parce que du coup, ça Argent, génère ouais. encore cet imaginaire et qui fait qu'il y a encore d'espèces de camps un peu qui s'opposent. Et en tout cas, il ne faut pas avoir de tabou là-dessus. Nous, on est ouvert sur les chiffres. Après, notre exemple n'est pas le plus universel parce qu'aujourd'hui, la grande majorité des Earthship qui sont faites en France ou qui sont en train d'être faites, elles Il sont y en a beaucoup autoconstruction. là vous qui êtes dedans Bah là, il y en a au moins 6-7 en construction. Ouais. En construction. Plus celles qui sont déjà faites. Donc, dans 2 ans, on sera une vingtaine. Ouais, je pense. Donc Ouais. c'est déjà de là où on est parti en France, c'est vachement bien, quoi. Chacun a sa vérité sur le prix. Voilà. Mais en tout cas, il faut accepter que c'est pas grave s'il y en a une qui coûte un peu plus cher que l'autre. Ouais, je vois. Bah, c'est comme tu peux avoir du photovoltaïque en passant par une société et tu peux le faire toi-même, mais si tu as des problèmes, tu te débrouilles. Enfin, ça je le comprends, mais c'est vrai qu'en France, on a beaucoup de soucis. Surtout si vous venez des États-Unis, pour vous, c'est plus simple parce que là, on peut parler de dollars facilement aux États-Unis, mais en France, ouais. Ouais, puis surtout, quand elle coûte cher, il y a un. Il y a un Ouais, au jugement, ou en tout cas, il y a un étonnement. Et du coup, c'est comme si, parce que ta maison elle coûte cher, du coup, il y a moins de gloire, quoi. Voilà. Oui, enfin, en même temps, c'est quand même une maison, vous êtes passé par un architecte, il y a un moment, enfin, faut... Ah oui, on a... tout a un coût. Bah oui. Puis Et Michael Reynolds ici pendant un mois, mine de rien, ça se paye. La classe, hein. Et moi, par rapport ce que j'aurais changé si c'était à refaire, c'est très personnel, c'est beaucoup plus petit.
pour moi, elle est beaucoup trop grande, elle est trop luxe, justement. Aujourd'hui, en fait, je me rends compte que ce qui me pèse, c'est d'avoir un prêt à la banque. Et si j'avais pu me détacher de ça et justement la faire beaucoup moins chère, plus petite, plus simple, aujourd'hui, je n'hésiterais pas une seconde. Je ferais plus petit, plus simple. Ah ouais. Ah, carrément. Ouais. Non, moi ça me va Bah, très on- bien. Oui, on n'est pas d'accord. Ouais, voilà. J'attendais la réaction. Non, moi ça me va très bien. Ouais. Après, je vivrais parfaitement dans une maison plus petite. J'en fais pas un principe, mais moi j'aime cette taille-là. Je trouve j'aime son espace, j'aime le fait qu'on puisse y accueillir des amis aussi, parce que nous, pendant qu'on était aux États-Unis, on a toujours habité dans des tout petits apparts, enfin dans une petite maisonnette studio bord de mer, et on ne pouvait jamais accueillir personne. Et mine de rien, pouvoir accueillir des amis et la famille et leur offrir un peu en retour la générosité que nous on a pu recevoir. Moi, rien que pour ça, je trouve que la taille, elle en vaut la peine, quoi. Est-ce qu'il y a des gens qui sont perdus quand ils arrivent là? Parce qu'il faut faire attention, tu me disais, Pauline. Ah ouais. Vous avez eu des amis qui vraiment ne pourraient pas vivre comme ça ou Ah en oui, général, oui. il y a... Ah ouais? Oui, bien Oui. sûr. Ah oui. Ouais, j'ai eu la même avec les amis. Ouais. Après, il y a deux sortes de personnes qui visitent. En fait, il y a ceux dont tu viens de parler, et puis il y a ceux qui viennent. Il y a ceux qui viennent vraiment parce qu'ils veulent voir un worship. Il y a même des gens, ils sont émus quand ils rentrent dedans parce que c'est vraiment un truc qu'ils rêvaient de voir depuis tellement longtemps. Et on se souvient tellement de ce qu'on a ressenti nous la première fois où on a mis un pied dans un On avait worship. les yeux. On était vraiment Ébahis, quoi. Voilà. Bah, ah oui, c'est ça, moi j'ai hein. rêvé Ouais. de cette image de ma fille qui courait dans la serre au milieu des légumes qu'on mangeait pendant des années. Ça a été vraiment. Donc je comprends complètement ça, mais oui, il y a encore des gens qui comprennent complètement pas, ou des gens qui veulent pas venir en hiver. Ah non, moi 19 degrés, ça va pas. Il me faut mes 22. Donc ils viendront pas manger en hiver. Eh ben, moi, des fois, il m'arrive de voir la buée chez moi, donc on va... Mais bon, je vis seul. C'est fou, ça aussi, Voilà. on vous le... Ah ouais, c'est... Mais c'est- bon, moi, Ouais, mais après, pour certains publics, on part de loin, on va dire. Hein, donc Voilà. donc après, et je puis il y a pense des que gens qui viennent qui sont plutôt dans ce style de personnes-là et qui viennent hyper curieux et qui s'adaptent à tout et qui le prennent vraiment comme un jeu et qui ressortent vraiment grandis. Et puis il y a ceux qui disent non, c'est pas pour moi et qui veulent. Non. Voilà. c'est là que moi, je suis un peu collapsologue. C'est que là, en fait, on a encore le luxe de dire c'est pas pour moi, ça me plaît pas et je reste dans ma zone de confort. Mais Voilà. on ne l'aura plus. Et quand on l'aura plus, moi, je crois à la capacité d'adaptation. Je veux dire, des gens qui n'auraient pas le choix, au bout d'une semaine ici, ils seraient comme des coqs en pâte et ils auraient Voilà. sûrement le même discours que nous. C'est juste le levier d'action est beaucoup Et plus vous n'avez pas de dur à toilettes activer, quoi. sèches Ouais. en plus de ça. Parce Ouais, que c'est si en plus de ça, vous aviez les toilettes sèches, ça, chez moi, c'est ce qui choque le plus. Ouais, c'est vrai. Ça, je Je comprends comprends pas le pas problème du avec tout, toilettes mais- sèches. Moi, je comprends pas le. Et ouais, et pourquoi alors parce que c'était intégré directement Voilà, dans le ouais. Je packaging. n'ai même pas posé la question. Bah, nous, Comme enfin, on réutilise pour- les eaux, oui. il n'y a pas de problème d'utilisation d'eau. En fait. Sinon, vous n'arrosez pas les plantes. Ça, excuse-moi, je viens Ouais. de- je viens de tilter. Donc en fait, c'est tellement vertueux qu'il y a pour peu, il n'y a aucun intérêt. Bah, le toilette sèche, c'est pas non plus pour. Même si nous, je n'y vois aucun inconvénient du tout, à la base, ça n'a pas été pensé. C'est surtout pour une raison d'utilisation d'eau. Arrêter de gâcher 8 litres d'eau à chaque fois. C'est pas parce que c'est quand même plus confort. Hein. Ah oui, et puis là, c'est pas gâché parce que ça repasse 3 fois, tu m'as dit dans le site. Ça a déjà été utilisé avant Ouais. et après ça part en phytoépuration, donc ça va à l'extérieur. Ça fait des tomates et des framboises. Pauline Benjamin, merci beaucoup. Merci à Merci toi, à toi. Brian. Je sais que vous avez prévu de faire un livre pour raconter cette expérience. J'espère que ça inspirera. Vous avez une idée à peu près de quand ça va sortir? Normalement, ça sort en avril Printemps. 2021, ouais, aux Ah, éditions c'est bien de Massot. dire 2021, oui, parce que je sais pas quand les gens regarderont. Ouais. Avril 2021. Avril 2021. Vous avez déjà l'éditeur ou pas Oui, encore aux éditions Massot. Massot? Ouais. D'accord, génial. Bah, je mettrai le lien en avril 2021 du livre. Merci beaucoup. Merci à toi, Brian. Et juste, je redis encore, il est possible de visiter 4 fois par an, tu m'avais dit, Pauline, mais après, le reste, que les gens vous envoient un mail, mais pas d'appel, pas venir frapper, parce que c'est le problème des visites de maisons autonomes. Ouais. Bah, nous, C'est que hier soir, on était encore des gens Encore, qui sont ouais. passés comme ça, qui étaient devant la ville, qui disaient Après, est-ce que Ah, vous mais c'est une visitez question Des fois, de... quand c'est On des- appelle normalement les gens, on Ouais. contacte avant. Pour moi, c'est une question d'éducation, on rentre pas chez les gens comme ça, enfin, même juste devant. Bah, ça nous était pas arrivé depuis longtemps. Les premiers mois, c'était ça tout le temps. Oui, donc on fait des visites tous les 3 mois. Il faut passer sur la page Facebook Ouais, Earthship mais Bira j'avoue Dordogne. qu'elles sont souvent remplies en une Ouais. journée. Quoi. Donc les gens qui viennent de finir leur worship en autoconstruction, qui ont mis 9 mois, ça a coûté 2 fois moins cher. Enfin, vraiment, superbe expérience. Quand Où ils ça en parlent À à Compiègne. Compiègne. Sabrina Ok. et Donc Fred. en fait, Non, ça, ils ont une chaîne YouTube et qui sont vachement actifs et tout ça. Donc du coup, nous on est très contents parce qu'ils prennent un peu le relais justement. Bien. Bah, des on peut visites et citer tout. leur nom. Ouais, donc Bien ils s'appellent Sabrina Fred et Frédéric. Et Sabrina, ouais. Et leur nom, c'est Et le nom de la chaîne? Urgence Planète Verte. Ah, ben je les suis. Ah bah voilà. Et on se suit sur Instagram. Bah oui, et c'est ça y est, ils ont terminé. Ouais, ouais.
Ouais, c'est... Excellent. Et D'ailleurs, on les a rencontrés. elle voulait faire un truc avec nous. Elle m'a dit si finalement Brian vient On chez le vous, fait, il n'y aura pas besoin qu'on le fasse. on n'aura nous. pas besoin de le faire. Donc en fait, tu les as remplacés. Eh ben, elle le fera peut-être différemment. le jour où je passe en région parisienne, je m'engage, bon, pas la prochaine fois parce que c'est pour un mariage encore, ouais, c'est la saison des mariages en ce moment, mais avec grand plaisir, oui. Et là, ils ont été carrément, eux, en autoconstruction. Ouais. Ouais, complet. Et Ils ont 9 fait justement avec mois, Mathieu, ça leur a coûté la Guillaume, moitié ok. du prix. Ouais. Aussi. Et bon, là, vraiment, j'insiste parce que je ne sais pas s'ils veulent qu'on en parle ou pas. Donc, je lui demanderai après. Ok. Mais ils ont le projet d'en construire d'autres, de faire une sorte de petite communauté. Enfin, ils ont plein de projets. Génial. Et donc, c'est eux qui nous ont créé ce groupe WhatsApp. Là, ils Ok. sont à fond dans l'échange. Voilà, ils C'est sont bien. hyper plein d'énergie et tout. Donc, Au début, on a toujours. Non, je rigole, c'est les pauvres. Non, c'est vraiment bien. c'est vrai bien qu'après que les- quelques semaines, elle me dit bon là les visites ça commence. Elle dit Ah, je pense que je vais commencer à les faire payer parce que j'en peux plus. Ça fait C'est- trop c'est- d'énergie. C'est le problème, encore une fois, à la France, quand on parle d'argent, mais il y a un moment, il faut que les gens comprennent aussi que le temps, c'est de l'argent, il faut le dire comme ça, et que organiser un stage et tout, ça se fait pas à l'arrache, il faut déjà être disponible, préparer, avoir des choses à dire. En fait, c'est plus que de l'énergie, c'est plus que de l'argent, c'est juste de l'énergie en fait. Parce que nous, ce qui nous peine, c'est pas qu'on a perdu 4 heures X, moi je facture pas à l'heure quoi. C'est plus que c'est du temps où qu'on on passe n'est pas dans nos Voilà. autres activités. C'est Quoi. du temps qu'on Ouais, passe dans c'est- notre activité, c'est du temps où du coup t'as l'impression que t'as pas fait ce que tu devais faire, c'est du temps où on n'est pas tous les deux, où on Ouais. n'est pas que tous les trois, enfin c'est surtout ça quoi. Oui, je le comprends fortement. Pauline, Benjamin, merci beaucoup. Et merci à toi Brian. Merci. C'est un plaisir, merci pour la visite, et à très bientôt. Eh À ben oui. bientôt. À bientôt.